vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Judith Belair. Bonsoir, bienvenue dans les vraies voix de l'été sur Sud Radio. Je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle soirée d'information. Ce soir, encore une édition spéciale consacrée aux incendies qui sévissent un peu partout et qui mobilisent d'importants moyens en Gironde. Alors tout au long de cette émission, nous ferons le point sur l'évolution des opérations menées par les sapeurs-pompiers, les conséquences pour les habitants, les dispositifs mis en place par les autorités. Et puis notre priorité, vous le savez, comme toujours, est de vous apporter une information précise, vérifiée, utile. Allez, merci d'être avec nous, installez-vous, vous êtes bien sur Sud Radio, les vraies voix de l'été, édition spéciale incendie, c'est parti. Les vraies voix Sud Radio. À 17h30, votre question du soir. Chaque nouvel incendie représente des millions d'euros de dégâts. Pourtant, contrairement à d'autres aléas climatiques, les feux de forêt ne sont pas couverts par le régime des catastrophes naturelles à l'heure où ces sinistres deviennent de plus en plus fréquents. On vous pose la question, faut-il repenser, selon vous, l'indemnisation des victimes, le financement de ces risques naturels avec les assurances? Et puis ensuite, à 18h30, le grand débat, interrompre les vacances de 4000 personnes pour éviter le pire. Ça a été fait aujourd'hui, c'est le choix qu'ont fait les autorités à Lacanau face au risque d'incendie, une décision qui illustre le recours croissant au principe de précaution. Donc on vous pose la question aussi, évidemment, évacuer avant le danger, est-ce que c'est devenu indispensable aujourd'hui selon vous? Vous nous appelez au 0826 300 300, vous réagissez sur notre chaîne YouTube évidemment. Vous savez, Sud Radio, c'est votre radio. D'ailleurs, si vous avez un coup de gueule, un coup de cœur, besoin d'aide, quoi que ce soit, vous n'hésitez pas, c'est votre antenne. Allez, nos vraies voix du soir. Les vraies voix Sud Radio. Nous sommes avec Bruno Pomar. Bonsoir ma chère Judith. Bonsoir mon cher Bruno, je suis très contente de vous retrouver. Écoutez, formidable. Welcome. Madi Seidi. Bonsoir. Alors Bruno Pomar, vous êtes ancien membre du RAID et vous, Maïdi Seidi, vous êtes directrice conseil en communication d'influence, n'est-ce pas? C'est ça. C'est un grand plaisir de vous retrouver aussi. Et puis avant de commencer cette émission, on fait un point situation des feux de forêt avec vous, Quentin Barbaza. Oui Judith, le feu qui continue de ravager actuellement la Gironde et les Landes. Comme vous l'avez dit, la zone de feu est toujours située au nord du bassin d'Arcachon, sur les villes de Lèche, Cap-Ferré, où d'importantes reprises de feu ont été recensées cet après-midi notamment, mais aussi à Saint-Jean-d'Ilac et à Martignas-sur-Jalles. Les autorités disent que le feu est stabilisé mais pas fixé selon les pompiers sur place, et le brasier suscite encore toute la vigilance des autorités puisqu'il se rapproche dangereusement d'un camp militaire, une zone sensible et qui pourrait être atteinte par les flammes car les conditions météo seront très défavorables ces prochaines heures, notamment le mercure qui pourra atteindre par endroits les 40 degrés. Au total, ce sont plus de 222 000 évacuations qui ont été menées en Gironde, et ce matin, comme vous l'avez dit Judith, c'est la ville de Lacanau et notamment ses campings qui ont été priés d'évacuer. 4000 vacanciers ont quitté les lieux. 42 000 hectares ont été brûlés. Au niveau des forces sur place, toujours 3000 pompiers sont mobilisés. Et comme vous l'avez dit aussi sur Sud Radio, on continue de vous soutenir et de vous donner la parole, que vous soyez sinistrés, pompiers ou même mobilisés aux côtés des soldats du feu. Vous pouvez témoigner sur notre antenne au 0826 300 300 et on vous envoie tout notre courage. Et puis d'ailleurs, j'en profite pour dire que Sud Radio soutient la protection civile et son appel aux dons pour les feux de forêt du Sud-Ouest. Plus de 300 volontaires sur place pour aider à évacuer la population, accueillir les sinistrés, gérer les centres d'hébergement aussi, et puis accompagner évidemment les plus vulnérables. Vous pouvez faire des dons sur protection-civile.org. Allez, tout de suite, on continue dans cette spéciale feu de forêt avec nos témoignages, les témoignages de terrain de nos auditeurs. Alix est avec nous au téléphone. Oui, bonjour. Bonsoir Alix. Alors Alix, vous êtes kinésithérapeute à Lacanau. Comment ça va déjà ? Eh bien, ça va. On fait avec. Et là, je suis avec du coup une kiné collègue avec moi, Maëlle. Oui. Et bonsoir Maëlle. Bonsoir. Alors, on est sur place depuis début d'après-midi. Voilà. D'accord. Alors, on vous entend pas très bien, donc n'hésitez pas à vous rapprocher bien de votre micro de téléphone. Vous portez main forte, mesdames, aux pompiers sur le front, en massant, par exemple, en soutenant les soldats du feu. C'est ça que vous faites, Oui, tout à fait. On met à contribution notre savoir-faire, car on habite et on travaille ici, et on est reconnaissant du travail qu'ils accomplissent, et on veut les aider et les soulager au maximum. C'est beau ce que vous faites, et puis d'ailleurs on voit ces élans de solidarité dans toute la France, de ces gens qui s'impliquent justement. Ça fait du bien, ça fait chaud au cœur. Où est-ce que vous êtes exactement actuellement, et pourquoi est-ce que vous avez décidé du coup de prêter main forte comme ça aux pompiers ? On est au poste de commandement à Lacanoville. Donc on est dans la salle des fêtes, on nous a réservé une petite salle dans laquelle on a installé une table de massage, beaucoup de
bénévoles ont apporté du matériel et des tables. Ouais. Et voilà, on voulait se rendre utile et leur apporter du soulagement parce qu'ils ont des interventions très intenses et voilà. Et comment vous ressentez justement leur état physique à ces combattants du feu qui nous impressionnent tous les jours en ce moment? Désolée pour le... On vous en prie, allez-y. Dans quel état ils sont, nos pompiers? Eh bien, il y en a qui sont là. Il y a des pompiers qui sont là depuis plusieurs jours et d'autres qui viennent d'arriver. Donc, leur état est vraiment aléatoire. Après, ils sont à fond pour aider au maximum. C'est vrai qu'il y a pas mal de douleurs musculaires, des crampes. Donc, on essaie de faire en fonction de chacun. Ouais. Madi Seydi, quand on entend ces témoignages de gens, de cette solidarité qui se met en place, on entend effectivement ces dames par exemple qui vont faire des massages, on voit des chasseurs, il y a eu un chasseur qui a sauvé des animaux, chacun met la main à la pâte. Finalement, dans les situations catastrophiques, on se rend compte qu'il y a quand même de l'humanité, ça fait du bien. Oui, heureusement, effectivement, et c'est ce qui est beau dans cette situation tragique qu'on vit depuis déjà quelques temps avec les incendies, mais il y a un vrai élan de solidarité, certains se mobilisent, comme là, c'est en train d'être fait avec les kinés, mais aussi des citoyens qui préparent à manger pour les pompiers, et c'est beau, et c'est là qu'on a beau dire ce qu'on veut sur le peuple français, mais quand on est dans une situation tragique comme ça, c'est là où le peuple se relève et se rappelle qu'on doit faire qu'un, et je trouve que c'est beau que tout le monde se mobilise, chacun à son niveau, pour aider, soit les pompiers directement sur le terrain, soit en apportant à manger aux sinistrés, et ça je trouve que vraiment c'est beau. Ouais. Bruno Pomar, ça c'est ces élans de solidarité justement entre agriculteurs aussi et pompiers, tous ces gens qui s'impliquent comme ça, effectivement ça rassure un peu quoi, j'ai envie de dire. Oui, je crois que ça a été dit, c'est un mouvement d'ensemble, je dirais, des citoyens français, le génie, l'armée qui est un soutien logistique, nos policiers de tous les départements de France quasiment qui sont mobilisés, non seulement ici en Gironde, mais également en Provence-Alpes-Côte d'Azur, puisque ça brûle aussi là-bas. Oui, c'est dans ces moments-là qu'on voit qu'on a un pays où les citoyens sont à accompagner ceux qui sont dans la détresse, parce qu'on a beaucoup de nos concitoyens qui sont dans la détresse. Quand on voit le nombre d'évacués, vous vous rendez compte un peu la chaîne de logistique qu'il faut mettre en place, parce qu'on critique beaucoup le gouvernement. C'est ainsi. Moi, j'écoute. C'est très facile, évidemment, de critiquer. Encore une fois, je préférerais voir ceux qui critiquent, aller sur le terrain, aider. Mais quand on voit ce que les SDIS, par exemple, les services départementaux d'intervention et de secours, sont capables de faire avec ces 253 000 pompiers qui sont répartis sur toute la France, volontaires, professionnels, être assistés par les agriculteurs, par les forestiers, par les citoyens, par les volontaires de la sécurité civile, waouh, ça fait chaud au cœur dans ce moment de tristesse intense, parce que c'est quand même un moment de tristesse intense. Et c'est vrai que dans un pays où on est un peu quand même en général divisé, j'ai envie de dire que on se dit finalement pas tant que ça quoi. Oui, dans une société qui en plus est plutôt dite individualiste, où chacun s'occupe de son petit précaré, dans une société où les politiques justement n'arrêtent pas de mettre de l'huile sur les braises pour diviser le peuple, et finalement on se rend compte qu'il y a des situations où on se rappelle qu'il faut faire nation, qu'il faut faire peuple et qu'il faut se battre ensemble. Et ça, bien sûr. Allez, vous qui nous écoutez, si vous avez besoin de quoi que ce soit, vous passez un message ou tout aide dans cette période difficile, vous n'hésitez pas. Le standard de Sud Radio vous attend au 0800 26 300 300. On revient dans un instant, restez avec nous s'il vous plaît. 17h-20h, les vraies voix Sud Radio. Les vraies voix Sud Radio. 17h-19h, Judith Belair. Merci d'avoir choisi Sud Radio. C'est l'heure de la question du soir, mais juste avant quand même, j'ai un petit rappel de nos vraies voix. Bruno Pomar, ancien membre du RAID, et puis Madi Seydi, directrice en communication d'Influence. Allez, c'est parti. Les vraies voix Sud Radio. Plus de 16 000 hectares ont déjà brûlé dans le sud-ouest. Des centaines de pompiers, des centaines sont toujours mobilisés. Des milliers de personnes ont dû être évacuées. On le sait ce matin. Et puis en général, 250 000 personnes déplacées. De nombreuses habitations touchées. Contrairement aux inondations ou à la sécheresse, les incendies de forêt ne relèvent pas du régime des catastrophes naturelles. Ce sont les assurances qui indemnisent les victimes avec un coût qui pourrait se répercuter sur l'ensemble des assurés, c'est-à-dire tout simplement monter. Donc on vous pose la question sur YouTube, faut-il repenser l'indemnisation des victimes et le financement des risques naturels? C'est une vraie question. Vous n'hésitez pas à commenter évidemment sur notre chaîne YouTube et puis à nous appeler au 0800 26 300 300. Avant de recevoir notre invité, je voudrais qu'on fasse un petit point s'il vous plaît, Quentin Saunier, sur l'état des incendies. Oui Judith, le feu continue de ravager actuellement la Gironde et les Landes. La zone de feu est toujours située au nord du bassin d'Arcachon, sur les villes de Lèche-Cap-Ferret, où d'importantes reprises de feu ont
ont été recensés cet après-midi, mais aussi à Saint-Jean-d'Illac et Martignas-sur-Jalles. Le feu est stabilisé, mais il n'est pas fixé selon les pompiers sur place. Et le brasier suscite encore toute la vigilance des autorités puisqu'il se rapproche dangereusement du camp militaire de Souges, une zone sensible et qui pourrait être atteinte par les flammes car les conditions météo sont très défavorables dans les prochaines heures, notamment à cause d'une nouvelle vague de chaleur qui va frapper la zone à partir de demain, atteignant par endroits les 40 degrés. Au total, ce sont plus de 222 000 évacuations qui ont été menées en Gironde. Ce matin, la ville de Lacanau et notamment ses campings ont été priés d'évacuer. Au total, plus de 4000 vacanciers ont quitté les lieux. 42 000 hectares ont été brûlés dans le secteur. Au niveau des forces sur place, toujours plus de 3000 pompiers sont mobilisés. Et dans ces moments difficiles, Sud Radio continue de vous soutenir et de vous donner la parole, évidemment. Que vous soyez sinistré, pompier ou mobilisé aux côtés des soldats du feu, on vous ouvre le micro pour témoigner au 0826 300 300 et on vous envoie évidemment tout notre courage. Merci beaucoup Quentin. Alors justement, nous accueillons Stéphanie Durafour. Stéphanie, bonsoir. Bonsoir. Alors Stéphanie, vous êtes porte-parole d'Assureland, qui est comparateur d'assurance. Donc je vais vous poser la question tout simplement à vous, la question qu'on pose à nos auditeurs sur YouTube, évidemment, et puis qui peuvent réagir au 0826 300 300. Selon vous, faut-il repenser l'indemnisation des victimes et le financement des risques naturels? Parce qu'on part quand même du principe que les incendies ne sont pas considérés au jour d'aujourd'hui comme des catastrophes naturelles. C'est quand même, on peut se poser la question de pourquoi. Oui, alors vous avez tout à fait raison, les incendies ne sont pas considérés comme des catastrophes naturelles. Pourquoi ? Parce que 9 fois sur 10, le feu n'est pas d'origine naturelle, il est d'origine humaine, que ce soit criminelle ou accidentelle. Mais ce n'est pas une catastrophe naturelle. Et puis, il faut savoir que c'est l'État qui légifère sur ce régime catastrophe naturelle, donc qui décide quel est l'aléa climatique qui rentre ou qui sort de ce régime. Alors cette histoire d'incendie qui n'est pas une catastrophe naturelle, ça va coûter cher à tout le monde parce qu'on est d'accord que dans certaines régions, Stéphanie, n'est-ce pas, les prix des assurances vont exploser, quoi. Alors c'est déjà le cas, malheureusement. C'est-à-dire que ça fait quand même 3 ans qu'on constate une augmentation des tarifs d'assurance sur l'ensemble du territoire, plus particulièrement dans les zones très touchées par les événements climatiques. Donc globalement, c'est les régions du Sud, c'est PACA, Occitanie, Nouvelle-Aquitaine, des régions qui sont exposées aux inondations, aux sécheresses, aux orages de grêle, aux incendies, et ça c'est quelque chose qu'on constate déjà depuis plusieurs années. Mais effectivement, on sait qu'il y aura des répercussions financières certainement dans les mois à venir, notamment sur les régions qui ont été touchées par les incendies, sur la facture des contrats d'assurance habitation. Ouais. Madi Saïdi, qu'est-ce que vous en pensez quand on perd sa maison dans un incendie? Est-ce que c'est logique que ça soit l'État, les collectivités ou les assurances qui prennent le relais? En tout cas, il y a un vrai sujet, c'est sûr qu'il y a un sujet aujourd'hui. Les gens qui perdent leurs biens dans une situation d'incendie, d'abord ils sont pas responsables, il y a une question de responsabilité, c'est pas eux. Effectivement, je crois qu'il faut légiférer. D'ailleurs, on voit là les assurances qui, franchement, font des efforts. Elles prennent en charge notamment l'hébergement de sinistrés et tout ça. C'est des choses qui n'étaient pas forcément couvertes dans les contrats des assurés, mais ils le font parce que la situation est telle qu'il faut le faire. Et il y a un vrai sujet parce qu'il y a bien quelqu'un, il va bien falloir que quelqu'un paye. Et malheureusement, c'est ça. Il y a un vrai sujet et je crois que peut-être qu'il faut réfléchir quand on regarde aujourd'hui les évolutions climatiques. Ça fait quelques années que ça dure et il y en aura malheureusement d'autres. Donc à un moment, je crois qu'il va falloir légiférer et faire entrer le cas des incendies de forêt dans tout ce qui concerne justement les catastrophes naturelles. Mais c'est vrai, Bruno Pomar, si on y réfléchit, c'est vrai qu'il y a 9 sur 10 des incendies qui sont provoqués par des humains. Il n'empêche que les gens qui perdent leur maison, ils y sont pour rien. C'est-à-dire ça reste une catastrophe incontrôlable, mais climatique en fait, aussi. C'est encore même conditions climatiques, etc. On nous explique qu'il fait plus chaud et que donc... ok, d'accord, j'entends. Mais, encore une fois, et on l'a vu avec le nombre d'arrestations que Laurent Nunez a annoncé, ça vient encore de défauts humains, c'est-à-dire volontaires ou involontaires. Et là, c'est une vraie question. Il y a aussi une responsabilité. Alors, je jette pas l'opprobre, évidemment, sur nos compatriotes qui souffrent en ce moment et qui ont perdu tout, mais entretenir ces parcelles... Il faut débroussailler.
Ça c'est le minimum. Et l'assureur peut se retourner d'ailleurs sur le. Voilà. Donc il y a des choses que nous devons faire nous les premiers. Moi le premier, je fais pas attention à ça. Donc et là j'ai pris conscience de ce qui se passe. Vous allez le faire maintenant. Je vais le faire. Oui. D'autant que je vais vous surveiller. J'ai un petit terrain à Fontainebleau. Non mais c'est. Non, vous voyez ce que je je crois que c'est important de chacun prendre conscience que les assurances, elles payent et elles peuvent payer parce qu'elles sont pas les pires. Les assureurs savent augmenter les cotisations. Donc ils peuvent à un moment donné mettre la main à la poche. Mais si l'État doit mettre la main à la poche, c'est nos impôts. Et on sait quand même qu'on a beaucoup d'argent dehors. On paye pas mal déjà des impôts. 0826 300 300 si vous voulez réagir à ce que vous entendez à l'antenne sur Sud Radio. Vous le savez, vous le pouvez, c'est votre radio. Parlons vrai. Nous sommes avec Tony, qui nous appelle de Marcheprime, c'est en Gironde. Bonjour Tony. Oui, bonjour. Alors pas de Marcheprime parce que j'ai été évacué. Oui, vous avez été évacué, bien sûr, excusez-moi, bien sûr. Vous êtes où exactement, Tony, à l'heure où je vous parle? Alors là, je crois qu'il y a pire, mais je suis à la Teste, à côté du Pilat, Arcachon. Oui, ça va. Et oui, il y a pire comme évacuation. Bon, même si c'est toujours angoissant de savoir si on va rentrer, il restera quelque chose, mais... Bon, à Marcheprime, les habitations n'ont pas été touchées, les pompiers ont bien bossé. Alors comment ça s'est passé avec votre assurance, Tony, justement? Moi, en fait, c'était super simple, c'est que limite, ça a été moi qui étais un idiot, parce que pendant 2 jours, j'ai dormi dans la voiture, jusqu'à qu'un ami me dise, mais attends, mais appelle-toi l'assurance, peut-être qu'ils pourront faire un truc pour toi. Et dans l'heure qui a suivi, ils m'ont loué un appart. Ah, ils vous ont loué un appart carrément. Bravo. Alors, un appart dans un hôtel. J'ai une chambre pour 3 parce que j'ai 2 enfants. Et dans l'heure, c'était payé alors à hauteur de 80 € par jour par personne. D'accord. Et pendant combien de temps? Alors, au départ, 3 jours, parce que c'est vrai qu'on est en haute saison ici, donc il n'y a pas de la place partout. Mais ils peuvent aller jusqu'à 3 semaines. D'accord. Et alors, on est d'accord que vous avez tout de suite déclaré ça. En fait, au bout de combien de temps vous avez réagi? Et quand vous avez déclaré, en fait, ils ont tout de suite réagi, votre assurance? Ah non, mais c'était ce matin. Ce matin, j'ai un ami qui m'a appelé pour ça. Et j'ai dit, écoute, je vais appeler. Alors, c'est vrai que c'était un peu long parce qu'il va y avoir du monde sur la ligne. Mais une fois que j'ai eu quelqu'un, tout a été pris en charge. Ils ont fait la réservation eux-mêmes. Et là, j'ai plus qu'à aller à l'hôtel et j'ai ma chambre qui est dispo. Ok, donc comme quoi ça fonctionne. Voilà. Et vous la payez cher cette assurance, Tony? Alors, personnellement, pour l'habitation, je suis à peu près à 70 € à mois. Mais après, j'ai pas que ça chez eux. Bon, on va dire que je suis un bon client, j'ai des voitures, j'ai tout ça. Mais en même temps, bon client ou pas bon client, finalement, si vous êtes assuré chez eux, ils vous prennent en charge, quoi. Hein, mais vous savez, c'est un peu comme les mutuelles. Toute la vie, on paye une mutuelle, on n'a rien, et puis à 60 ans, on va savoir ça commence à arriver. Et là, bon, mais on a des remboursements. Mais je vous avoue, on le sait comment ça va finir. On sait qu'ils vont augmenter. Et c'est déjà le cas, ouais. Voilà, ils vont augmenter les cotisations. Et à la rigueur, est-ce que, bon, voilà, c'est leur business aussi. Hein. Allez, justement, Tony, ça tombe bien parce que merci pour le lancement. En fait, on va écouter notre ministre de l'économie et des finances, Roland Lescure, qui évoque justement 2 changements pour les assurances. On écoute. En temps normal, on a 5 jours pour déclarer un sinistre à sa compagnie d'assurance. France Assurance nous a annoncé que toutes les compagnies d'assurance se sont mises d'accord pour que ce délai soit porté au minimum jusqu'au 31 août. Donc j'allais dire pas de panique, quand vous êtes dans la galère face à un enjeu d'urgence extrêmement importante, vous aurez le temps de déclarer votre sinistre. Autre annonce très importante, l'ensemble des assureurs français se sont engagés à ce que toutes celles et ceux qui sont déplacés puissent voir leurs frais de relogement remboursés suivant les termes du contrat, que leur résidence soit endommagée ou non. Bon, on voit, Bruno Pomar, quand on écoute notre ministre, qu'effectivement, l'État agit et dans le bon sens, quoi, j'ai envie de dire. Oui, et puis les agriculteurs sont dans la boucle, alors il va falloir voir jusqu'à quel niveau ils vont, là, parce que ça, c'est les belles annonces que nous fait le ministre, et tant mieux, c'était essentiel. Maintenant, on va voir jusqu'où ça va aller, parce que ça va représenter beaucoup d'argent, puisqu'il y a près de plus de 200 000 personnes qui ont été déplacées, c'est pas rien, donc ça va coûter beaucoup d'argent. Un des plus gros déplacements de population depuis la Seconde Guerre mondiale, m'a dit, d'ailleurs le seul, 250 000 personnes, c'est hallucinant. Impressionnant. Complètement, c'est impressionnant, mais c'est bien parce que les assurances jouent le jeu et certaines assurances n'ont même pas attendu les annonces du gouvernement pour quelque part prendre en charge des choses qui n'étaient pas prévues. Donc elles relogent soit à l'hôtel, soit dans un logement, comme l'a dit tout à l'heure le témoin, et ça c'est bien, c'est rassurant pour les familles qui du jour au lendemain se retrouvent avec plus rien et d'ailleurs ne savent pas si elles vont retrouver quelque chose quand elles vont retourner chez elles. Stéphanie Durafo, vous êtes toujours avec nous. Quand on écoute ces 2 nouvelles de Roland Lescure, quand un ministre il fait une annonce comme ça, combien de temps vous avez pour réagir, enfin combien de temps les assureurs ont pour réagir et appliquer cela justement pour que tout soit fluide en fait, hein? Ah ben là, en l'occurrence, les 2 annonces qui ont été faites, c'est des annonces, c'est
c'est des directives qui sont prises tout de suite, c'est-à-dire que c'est des concertations qu'il y a eu avec la Fédération des assurances, et là les assureurs ils vont les appliquer en temps réel, ces mesures. Ils ont l'habitude, on a de plus en plus souvent quand même des situations de crise dues à des événements climatiques. On a des épisodes d'inondation qui concernent des communes entières, là c'est des incendies. Ils mettent en place des cellules de crise, ils sont assez réactifs, ça on l'a entendu avec votre témoin. Oui. Donc là les annonces qui ont été annoncées, c'est tout de suite. Voilà, c'est pour maintenant. D'accord. Bon, c'est une bonne chose. Est-ce que vous pensez qu'il faut s'attendre aussi à une hausse généralisée donc de ces primes d'assurance après ces incendies, mais genre sur tout le pays finalement ? Oui, alors il y a quand même un phénomène, il y a un double phénomène. Il y a effectivement les personnes qui vivent directement dans ces zones sinistrées, qui elles pourront connaître une hausse de tarifs dans les mois, années qui viennent. Et puis il y a ce système de solidarité nationale, de mutualisation qu'on a en France, donc régime d'indemnisation des catastrophes naturelles, pour lequel on cotise tous une petite partie. Et ça effectivement, ça crée une augmentation pour tout le monde, qu'on vive très près d'un risque climatique ou pas. Mais maintenant, on est finalement tous exposés au risque climatique. Il n'y a plus tellement de régions épargnées. On a vu des inondations dans le Nord-Pas-de-Calais, on a des orages de grêle qui touchent à peu près toutes les régions. On en a eu à Paris il y a 1 an et demi. On a une sécheresse qui s'étend sur l'ensemble du pays. Donc finalement, on est tous concernés. Et l'État a de toute façon acté que tous les 5 ans, cette contribution au régime d'indemnisation des catastrophes naturelles serait réévaluée. Donc on sait déjà que tous les 5 ans, on aura une hausse. Merci Stéphanie Durafo. Je rappelle quand même que vous êtes porte-parole d'Assurland, ce comparateur d'assurance dont on peut se servir facilement. Madi Saïdi, quand on l'écoute, Stéphanie, on se dit qu'on est tous exposés effectivement au risque climatique et que finalement, il va falloir complètement changer notre manière de vivre en fait. Absolument, on est tous exposés, comme ça a été dit. Il n'y a pas vraiment de territoire qui soit exempté de ces risques-là. Et surtout, il va falloir changer nos comportements, il va falloir s'adapter justement au risque climatique. Il va falloir, comme ça a été tout à l'heure justement par Bruno Pomar, revoir nos comportements. Mieux entretenir peut-être nos terrains, mais pas que ça, mais même en termes de civisme. Le truc simple, quand on fume une cigarette, on la balance pas et on part comme ça met un feu tout de suite. Quand on fait un barbecue, on fait attention à ce que les brèches soient bien éteintes. Donc vraiment, il va falloir qu'on change complètement notre manière de vivre et de quelque part acclimater, si je peux dire ça comme ça, nos comportements à la réalité climatique aujourd'hui. Bruno Pomar, je parle aux policiers. On a envie qu'il y ait des grosses sanctions en fait pour les gens qui font ça. Elles existent. Est-ce qu'elles sont vraiment appliquées ? Oui, vous savez qu'on peut aller jusqu'à 150 000 euros d'amende et 10 ans de prison, voire avec des circonstances aggravantes, aller plus loin. Donc il faut sanctionner, mais très durement ceux qui réalisent ces incendies, parce que c'est un scandale, quoi. C'est incompréhensible. C'est criminel, tout simplement. Et donc ces gens-là doivent être traduits en justice et surtout fortement sanctionnés pour éviter. Alors il y a des gens qui sont malades aussi, on le dit. L'incendiaire a des problèmes parce qu'il est subjugué, soi-disant, par le feu. Bon, je veux bien entendre ça, mais en attendant, regardez le résultat. Ils mettent pas le feu chez eux, ils regardent pas le feu monter chez eux. Tu as tout à fait raison. Et donc, je crois qu'il faut des sanctions très très fortes et j'espère que la justice sera au rendez-vous. Espérons-le. Quentin Saunier, vous nous faites un petit point justement réseau sur notre question que je rappelle. Faut-il repenser l'indemnisation des victimes et le financement des risques naturels ? Vous répondez sur YouTube et vous pouvez nous appeler au 0826 300 300. On vous écoute, Quentin. Eh bien là, le sondage est sans appel. Oui à 93%. Beaucoup de commentaires également. On a Martin qui est en colère et qui nous dit quand l'indemnisation par les assurances privées augmente, les cotisations augmentent aussi, et quand l'indemnisation par l'État augmente, les impôts augmentent aussi. Et on a Franck qui est convaincu que les assurances vont tirer des leçons de ce sinistre. Il dit elles vont cartographier des zones à risque comme pour les inondations et ça ira même plus loin avec des interdictions de permis de construire dans les zones à risque. Merci beaucoup Quentin Saunier. Allez, vous restez avec nous pour la suite des vraies voix de l'été. Dans un instant, il y a des petites choses qui se passent, notamment le tour de table des vraies voix. Et oui, quels sont leurs sujets ? Pour savoir, vous restez avec nous. 17h-20h, les vraies voix Sud Radio. 7h30 sur Sud Radio pour les vraies voix de l'été. Nous sommes ravis d'être avec vous. Merci d'ailleurs d'avoir choisi Sud Radio. Allez, je vous rappelle un petit peu quand même nos vraies voix du jour. Madi Saïdi, vous êtes consultante en communication. Et vous, Bruno Pomar, vous êtes ancien dirigeant du RAID. Alors, juste avant de faire votre tour de table, mes chères vraies voix, on file au standard 0826 300 300 pour retrouver Vincent Hipp. Vincent, bonsoir. Oui, bonsoir. Alors Vincent, on vous a eu ce midi sur Sud Radio. Vous êtes directeur du camping Air Hotel L'Océan à Lacanau et vous avez été évacué aujourd'hui.
Absolument. Voilà, donc on a mené l'évacuation depuis ce matin. Et puis on a à peu près 1000 personnes qui sont sorties du camping dans le calme. Je dirais pas la bonne humeur, un peu d'amertume, mais voilà, dans le calme en tout cas, entre 9h et midi, pardon. D'accord. Et alors comment vous vous sentez, dans quel état vous êtes par rapport à votre camping, justement, déjà pour commencer? C'est un peu la douche froide, parce que honnêtement, on espérait esquiver les balles entre guillemets, puisque depuis le début, Lacanau n'a pas été évacué. Donc Lacanau-Ville et Lacanau-Océan, qui sont vraiment deux villes qui sont bien distantes, éloignées d'une dizaine de kilomètres. Donc c'est vrai que le feu, il était au sud de Lacanau-Ville, donc plutôt dans les terres et au sud du lac. Ouais. On avait des nouvelles plutôt rassurantes de la part de Laurent Perrondet, notre maire, suite notamment aux pluies de dimanche soir, où il y avait quand même un signe d'amélioration sur la lutte contre l'incendie. Ouais. Et donc on avait des clients, on avait encore 50% de taux de remplissage et même du passage, même quelques camping-caristes qui se risquaient. Et donc c'est vrai que ce matin, quand on nous a dit évacuation préventive, voilà, c'est ça. C'est quand même. Mais après évacuation préventive, il faut le savoir quand même que moi j'ai vu ça, que le feu il peut être dans la terre sans qu'on le voit en fait. Il couvre, comme on dit. C'est ça. Non, mais je crois que la décision du maire, c'est le principe de précaution, comme on dit. Il a tout à fait raison. Alors c'est vrai que ça fait des mécontents, comme le dit le monsieur. Mais encore une fois, faut mieux être mécontent et être sauvé que se retrouver pris par un incendie. Parce que rappelons-nous qu'on a des gendarmes qui ont été pris au piège. Heureusement, ils ont été sortis de. Quand c'est dans la terre comme ça fait une boule de feu d'un coup. Ça sort. Et là, dans les cas comme ça, évidemment, il faut prioriser la sécurité des gens, même la survie des gens, plutôt qu'effectivement, je peux comprendre que les gens ne soient pas contents de partir comme ça de leur lieu de vacances. Mais là, c'est vraiment une question de sécurité. C'est une question de vie ou de mort, quoi. Merci beaucoup, Vincent Hipp. On vous souhaite vraiment plein de chance, et on espère que vous allez vite pouvoir retrouver votre camping. Bon courage. Oui, mais au moins vous êtes en sécurité, dites-vous ça. Et puis d'ailleurs, les auditeurs qui nous écoutent, si vous avez besoin de quoi que ce soit, vous savez, Sud Radio est à votre disposition, 0826 300 300. Vous n'hésitez pas à nous appeler au standard. N'oubliez pas aussi que Sud Radio soutient la protection civile et son appel aux dons pour les feux de forêt du Sud-Ouest, justement. Plus de 300 volontaires sur place pour aider à évacuer la population, accueillir les sinistrés, gérer les centres d'hébergement et accompagner les plus vulnérables. Vous pouvez faire vos dons sur protection-civile.org. Merci encore, Vincent. Allez, c'est parti pour le tour de table des vraies voix. Les vraies voix Sud Radio. Madi Saïdi, un sujet sérieux, les femmes face à la violence grandissante. Oui, alors moi c'est vraiment un coup de gueule justement, c'est sur la vulnérabilité des femmes dans l'espace public. Les femmes sont de plus en plus en danger en France de manière générale et encore plus à Paris. Il n'y a pas un lieu, il n'y a pas un arrondissement aujourd'hui où on peut se dire je marche tranquillement, la journée comme la nuit, on est toujours dans une situation de danger. Et je dis ça parce que je pense notamment à l'agression au couteau qui a eu lieu hier. 3 victimes, 3 femmes. Et quand on regarde la vidéo, on a bien l'impression que la personne ciblait les femmes. Parce qu'évidemment, quand on est un lâche, c'est évidemment plus facile d'aller s'attaquer à des femmes que de s'attaquer à un homme qui fait 1m90 et 150 kilos. Alors c'est bien que l'État ait déclaré. Il avait l'air quand même largement dérangé, le monsieur en question. Oui. Entre autres, oui. Mais ce que je veux dire, c'est que, alors c'est très bien de faire de la lutte contre les violences faites aux femmes une cause nationale, c'est très bien, mais il faut aussi des actes. 68 féminicides depuis le début de l'année 2026. Absolument. Et il va falloir à un moment des actes forts, des sanctions très sévères à l'égard des gens qui s'en prennent aux femmes. Il faut que les femmes puissent ressortir dans les rues de France en toute liberté et en toute sécurité. Bien sûr, Bruno Pomar, on imagine que vous avez votre mot à dire là-dessus. C'est la cata. Hier, j'ai la chance d'avoir reçu la ministre Aurore Berger et Vincent Jeanbrun là, sur mon site Raid Aventure, mon association. On a discuté longuement. Effectivement, c'est j'ose dire, malheureusement, un puits sans fond. Parce que c'est toute la journée, on se rend compte que les commissariats sont assaillis, je dirais, de plaintes de la part de, ce qui est normal. Et après, prendre la plainte, c'est une chose, mais après, c'est la traiter. C'est ça. Alors, on dit, mais la police, que fait la police? La police, elle fait ce qu'elle peut. Et ensuite, derrière, alors, il y a des associations, je pense à Women Safe, il y a tout un tas de structures qui aident nos compatriotes féminines, mais encore une fois, c'est un vrai sujet. Et là, pareil, encore une fois, aucune indulgence vis-à-vis de ces gens, malades ou pas malades. Moi, là-dessus, je suis intransigeant. On ne touche pas à nos compatriotes féminines, pas plus d'ailleurs qu'aux hommes, parce que lorsqu'on parle de violences faites aux femmes, entre guillemets, il y a aussi 15% des hommes qui sont victimes. Alors, pas de fou nécessairement, mais dans le couple. Donc tout ça, il faut se combattre. Je crois que le mouvement associatif a de quoi faire. Il faut le soutenir. Et moi, la ministre m'en a parlé hier en disant qu'ils essayaient de faire un maximum, évidemment, pour soutenir ces associations qui prennent en compte nos compatriotes féminines, parce que c'est intolérable. Mais c'est vrai que la libération de la parole,
bravo. Finalement, Mathis Saidi, on se dit avec cette libération de la parole que ça a toujours existé, mais que la différence aujourd'hui, c'est qu'on le sait. Mais bien sûr, ça a toujours existé. On ne sait jamais ce qui se passe dans les foyers une fois les portes fermées. Mais effectivement, la libération de la parole aujourd'hui, le travail des associations, aussi les réseaux sociaux, parce que quelque part, il y a une forme de légitimité de la parole. Tout le monde peut parler, être entendu, être écouté. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on sait réellement ce qui se passe dans les foyers. Alors c'est très bien, on a passé une étape et il faut maintenant passer à l'étape d'après, protéger, sécuriser. Et on pense aux enfants aussi. Oui, parce que les enfants, effectivement, souvent... En ce moment, c'est un peu le MeToo des enfants. Absolument, quand une femme est souvent victime de violence dans un foyer, l'enfant est souvent victime aussi dans le foyer ou ailleurs. Cette libération justement de la parole de l'enfance, Bruno Pomar, j'ai envie de dire que c'est un grand pas en avant de la société quand même, parce qu'ils étaient quand même mis de côté et jamais entendus avant, ou très peu en tout cas. Oui, vous avez la déléguée interministérielle Sarah Lahiri là, qui défend ce sujet, et puis ça a été, vous voyez, elle est rattachée au Premier ministre, etc. Bon, alors c'est que d'un positionnement politique peut-être, mais en même temps ça permet de dynamiser derrière et surtout de pouvoir accueillir. Mais vous savez, on a un souci, et on l'a vu il y a peu de temps, l'aide sociale à l'enfance, c'est une catastrophe. Ah bah ça, on a bien vu que il y a un rapport qui a été fait par une députée que je connais très bien, Isabelle Santiago, qui a fait un travail remarquable à l'Assemblée nationale sur le sujet. Vous avez un pavé à lire, ça fait froid dans le dos. Donc il va falloir revoir tout ce système qui, par principe, accompagne ces enfants-là, mais je vous dire... Et le pire, c'est que c'est pas nouveau. Moi, je connais des gens qui ont été placés il y a 25 ans de cela, et qui se faisaient tabasser par les éducateurs. Comment ça se fait qu'on a fermé les yeux là-dessus, Bruno Pomar? Est-ce qu'on a fermé les yeux? Franchement, j'en sais rien, sûrement, parfois, mais encore une fois, parce qu'il n'y avait pas cette libération de la parole, comme on dit. Et maintenant, on ne se cache plus. On l'a vu d'ailleurs avec les stars et les problèmes de viol et tout ce qu'on peut imaginer. Mais il y a une forme d'impunité. Moi, je crois qu'il y a une forme d'impunité. Quand on regarde les sanctions de la justice, par exemple, quand il s'agit d'un viol sur gamin ou d'un dealer, c'est différent. On n'écoute pas les enfants parce qu'on a une présomption qui dit que les enfants pourraient mentir. Le dealer, il va plus aller en prison que quelqu'un qui viole un enfant. Mais évidemment, parce qu'en plus, c'est vous qui le dites. Mais oui, mais ça, je le constate, et quand on regarde même les décisions qui sont prises, elles vont beaucoup dans ce sens-là. On ne croit pas les enfants, mais il faut écouter l'enfant, mais il faut aussi le croire, parce qu'il y a des choses qu'un enfant ne peut pas inventer. Et un adulte aussi ment. Et moi, je me dis vraiment, et ça me révolte, parce que je trouve qu'on n'a pas tiré les leçons du procès Outreau, en vrai. Mais regardez à l'Assemblée nationale, nos députés, qui ont bataillé sur le sujet des violeurs multirécidivistes sur enfants. On croit rêver. On a vu la France Insoumise et s'opposer à ça, en considérant que le gars, il est multi-violeur d'enfants, il peut sûrement se remettre normalement dans la société s'il est pris en charge. C'est vrai que c'est bizarre de parler de réinsertion pour les violeurs d'enfants. Mais ça fait peur, ça fait peur. Parce que c'est des malades. Alors on va dire, c'est des malades. Et est-ce que le sujet, la castration chimique, par exemple, ça serait pas un sujet à aborder obligatoire? Mais obligatoire. Du coup, s'ils sont libérés, s'ils sont castrés chimiquement, ça va. Mais ils peuvent refuser, attention. Oui, mais c'est bien ça le problème. Je pense que il y a une vraie question autour de la récidive. De l'éthique, après vous parlez d'éthique. Certains sortent et reviolent. D'ailleurs, c'était ce cas-là qu'on a vu, je crois, sous Sarkozy, de ce récidiviste violeur qui était sorti et qui avait violé un petit gamin de 5 ans. Insupportable. Il y a un vrai sujet sur ces questions-là. Et je crois qu'à un moment, malheureusement, on a beau être le pays des droits de l'homme, il n'y a pas de liberté à 100%. On voit bien qu'il n'y a pas de liberté absolue dans aucun pays du monde. Et à un moment, il va falloir les castrer. Je suis désolée. Et ça peut choquer les gens. Mais moi, même s'ils veulent pas, quoi. Ah oui, mais tant pis pour eux. Ma chère, c'est là Conseil constitutionnel, l'éthique. Mais moi, je serais pour ça compliqué. Parce que malheureusement, ces gamins ne demandent rien du tout. Les enfants, à un moment. Tous ces gens-là vont penser que ces gens-là sont. On peut les sortir même s'ils ont violé quelques enfants. Ce n'est pas trop grave, en fait. C'est scandaleux, c'est un scandale. Un scandale sans nom. Allez, Bruno Pomar, vous avez la parole, vous la gardez. Vous voulez nous parler de l'opération Tranquillité Vacances, puisque les forces de l'ordre sont sur la brèche. C'est important, avec les voisins vigilants et solidaires. Je crois que c'est important parce qu'on est dans une période, évidemment, où les gens partent en vacances, évidemment, et qu'est-ce qui se passe? Eh bien, des cambriolages. Alors, même s'il y a des dispositifs qui sont mis en place avec les forces de l'ordre, le ministère de l'Intérieur fait ce plan qui permet aux gens de déclarer au commissariat, à la gendarmerie, etc., qu'ils partent en vacances pour pouvoir donner des informations et permettre aux forces de l'ordre de faire des patrouilles, de regarder ce qui se passe un peu dans les secteurs. Il y a aussi un dispositif voisin, vigilant et solidaire. Ça, c'est pas mal. Il y a 1000 communes en France qui le font et c'est très intéressant. C'est un ancien journaliste d'ailleurs, Frédéric Danouvelle, qui avait lancé ça. Et je trouve que c'est intéressant parce que c'est à travers évidemment les
téléphones que nous avons tous, en réseautant sur une communauté, je dirais, d'habitation, eh bien, on ferait prendre conscience. On parle de citoyenneté tout à l'heure avec le feu. C'est la même chose avec ça, c'est-à-dire, on fait attention à son voisin. Il se barre en vacances, il nous le dit. On regarde, on vide sa boîte aux lettres. On regarde que les volets soient fermés, que les clés soient pas planquées dehors. Enfin, il y a tout un tas de petits comportements à avoir si on veut éviter d'être cambriolé, parce qu'il faut juste rappeler quand même qu'il y a près de 600 cambriolages par jour. Ah, c'est énorme. En France? En France, ouais. C'est énorme. Alors, ça peut pas dire que pour autant moi, ça m'est déjà arrivé. Après, j'ai mis une alarme. C'est une solution aussi. Il m'a dit, vous êtes comment? Vous mettez une alarme aussi? Oui, mais moi, ça m'est déjà arrivé aussi. En plus, quand j'étais étudiante, à 2 reprises, en plus, ça m'est arrivé 2 fois. Et aujourd'hui, malheureusement, mais c'est bien parce que je vois que les communes aussi se mobilisent. Oui. Et ça, c'est chouette. Les citoyens aussi se mobilisent. Mais malheureusement, ça ne suffit pas toujours. D'ailleurs, sur les lieux d'incendie, on aurait vu une personne qui jamais en profite pour aller dépouiller les maisons. D'ailleurs, c'est pour ça que la préfète hier voulait que les agriculteurs s'inscrivent sur un fichier pour être sûr qu'il n'y ait pas dans les agriculteurs qui aident les pompiers justement des gens qui passent là-dedans pour aller piller les maisons. Ils sont interpellés. Les gendarmes sont après 2000 gendarmes quand même mobilisés. Bon, il y en a toujours quelques-uns. Malheureusement, ils profitent du malheur des autres. Et c'est scandaleux. Cela aussi, il faut les sanctionner très durement, même si c'est qu'un vol, comme on dit. C'est quoi sanctionner très durement, Bruno Pomar? Parce que je trouve ça inadmissible de profiter d'une situation comme ça de gens qui sont déjà dans la détresse, aller cambrioler leur maison. Enfin, ça donne envie de gerber, quoi. Donc il faut les sanctionner. Opération tranquillité, vous partez en vacances tranquille quand vous savez que la police elle est à côté. Oui, et puis il y a des voisins, et puis après, moi j'ai de la chance dans la famille, on regarde, on fait attention, on file des clés à quelqu'un qui va regarder de temps en temps, on est rassuré. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui c'est très compliqué de dire que tu vas partir en vacances, tu fermes ta porte et tu t'en vas sans rien dire à personne. À mon avis, à ton retour, c'est dangereux, quoi. Ouais, c'est très dangereux. Donc finalement, c'est quoi la solution, Bruno? C'est encore une fois la solidarité, effectivement, mettre en place une alarme et puis prévenir la police, quoi. Ouais, très précautionneux, faire attention, ne pas aller sur les réseaux sociaux. Ne pas dire coucou, je m'en vais. C'est ça. Ouais, voilà. Donc les stars l'ont fait, vous avez vu, même les footballeurs qui ont des maisons sécurisées, ils se sont fait cambrioler, les influenceuses. Mais oui, parce qu'il faut arrêter, faut arrêter de montrer son intérieur, les gens montrent leur intérieur. Aujourd'hui, avec Google, on peut géolocaliser l'endroit. C'est ça. Et puis il suffit d'avoir un drone, on regarde un petit peu s'il y a quelqu'un. Enfin, je vais pas donner d'idée à personne, mais voilà. Et ceux qui peuvent, le guide du bon cambrioleur avec Mathis et ceux qui peuvent pas se passer des réseaux sociaux, ils attendent de revenir de vacances et puis ils produisent sur les réseaux sociaux. Alors, juste un petit truc à savoir, masécurité.intérieur.gouv.fr. Voilà. C'est là qu'on se déclare. Exactement. D'accord. Merci beaucoup à tous les deux. Vous restez avec nous, chers auditeurs de Sud Radio, puisque dans un instant, on vous demande ce que vous feriez si vous étiez ministre. Alors, pour savoir quel ministre, faut écouter la suite de l'émission. Puis on retrouvera aussi Quentin Saunier pour un petit point, ou Quentin Barbaza, je ne sais plus lequel des deux, pardonnez-moi messieurs, pour un petit point sur les incendies. Allez, tout de suite. 17h-20h, les vraies voix Sud Radio. Sud Radio, 17h-19h, Judith Belair. 17h45 sur Sud Radio, le point incendie avec Quentin Barbaza. Effectivement, Judith, le feu qui continue malheureusement de ravager actuellement la Gironde, les Landes, mais on n'oublie pas non plus le Var où le feu n'est toujours pas fixé. On va revenir sur cette zone de la Gironde qui est la plus touchée. 42 000 hectares ont brûlé. Le brasier est toujours situé au nord du bassin d'Arcachon, sur les villes notamment de Lèche-Cap-Ferré et du Porge, où d'importantes reprises de feu ont été recensées cet après-midi. Il continue de se diriger vers l'est. Des évacuations ont été menées dans 23 communes et le front de flamme est actuellement à 15 km de Bordeaux, à Martignas-sur-Jalles et à Saint-Jean-d'Ilac. Les autorités se penchent surtout sur une zone sensible qui pourrait être atteinte par les flammes avec cette mauvaise météo qui est à venir. C'est la zone du camp militaire de Souges où se situe le 13e régiment de dragons parachutistes. Ce matin, c'est la ville de Lacanau. On a reçu notamment Vincent Hipp qui a eu son camping évacué. 4000 vacanciers ont quitté les lieux. Et au total, ce sont plus de 222 000 évacuations qui ont été menées en Gironde, plus de 200 maisons détruites et toujours 3000 pompiers mobilisés. Et dans ces moments difficiles, Sud Radio continue de vous soutenir et de vous donner la parole. Que vous soyez sinistrés, pompiers, mobilisés aux côtés des soldats du feu, on vous ouvre le micro. Témoignez au 0826 300 300 et surtout, bon courage à vous. Et d'ailleurs, je tiens à le dire et le redire, un bravo pour tous ces élans de solidarité qu'on voit en France aujourd'hui. Ça rassure sur l'avenir de ce peuple français que nous aimons tant. Et puis d'ailleurs, tiens, vous le peuple, vous les auditeurs, 0826 300 300, quand vous voulez réagir à un truc, vous pouvez. Et puis vous pouvez aussi vous projeter dans qu'est-ce que vous feriez si vous étiez ministre. Les vraies voix Sud Radio, si j'étais ministre. Qu'est-ce que je vais devenir? Je suis ministre, je ne sais rien faire. C'est tellement vrai. Alors on reçoit Charlène. Bonjour Charlène.
Bonjour Judith, bonjour à toute l'équipe. Bonjour. Alors Charlène, vous nous avez appelé au 0826 300 300 pour vous projeter dans l'idée de qu'est-ce que vous feriez si vous étiez ministre des Armées, tiens. Oula. C'est ça, en 3 points. Allez-y, on vous écoute. Tout à fait. Alors, si j'étais ministre des Armées, tout d'abord, ma première mesure, ce serait de renforcer la défense face aux nouvelles menaces. Voilà, donc je renforcerai les capacités de la France face aux nouvelles formes de guerre, notamment les attaques par drone. Oui. Donc les conflits récents montrent qu'il faut être capable de détecter, neutraliser et contrer ces menaces rapidement pour protéger le territoire et nos forces. C'est vrai. On est d'accord. Proposition numéro 2, on y va ? Allez-y, faites-vous plaisir. Je suis sacrément motivée, madame la ministre. On adore, vous allez être nommée, attention. Je m'y prépare. Alors, je propose d'adapter nos armées à la guerre de demain. Donc, j'investirai davantage dans les technologies qui transforment les conflits. Donc, les drones, l'IA, la guerre électronique et cyberdéfense. Les armées doivent évoluer au même rythme que les nouvelles méthodes de combat pour conserver un temps d'avance. Voilà. Donc ça, c'est mon deuxième point. Et je terminerai en fait avec un renforcement des capacités de projection de la France. Alors, expliquez ce que c'est les capacités de projection pour les auditeurs qui nous écoutent. Alors bien, je poursuivrai les investissements dans les moyens de transport stratégiques contre l'A400M qui permet de déployer rapidement des troupes, du matériel ou de l'aide humanitaire partout où la France est engagée. Vous avez bossé, dis donc, Charlène. Mais oui, mais je suis prête. Elle est prête. Elle est prête. International, de plus en plus instable, disposer d'une capacité de projection rapide et un atout essentiel. Bravo. Alors, avant de reprendre sur ce que dit Charlène, c'est vrai qu'il y a quand même eu 390 drones ukrainiens, je tiens à le dire, c'est une info entre la nuit dernière, entre lundi et mardi, qui ont été lancés dans la nuit donc dans la région de Moscou. C'est vrai qu'on peut se demander si la guerre change pas de visage. Finalement, c'est une guerre de drones aujourd'hui. Oui, on a. Mais tout à dire, vous savez, les bifins, les gens qui sont sur le terrain, l'armée de terre, qui vont sur le front, et ça existe toujours. Mais le danger pour eux maintenant, c'est les drones qu'on utilise à une vitesse phénoménale, puisqu'on en construit des dizaines de milliers quasiment par jour. Effectivement, c'est une nouvelle forme de guerre. On va peut-être oublier les tanks, je ne sais pas, mais les chars d'assaut, ce qu'on a utilisé pendant des années. Mais c'est vrai que on va vers une nouvelle forme de guerre. Et en même temps, moi, je voudrais poser une question à notre ministre de la Défense, parce que vous me parlez de stratégie, évidemment, au niveau mondial, puisqu'on a plus de 250 000 militaires dans notre pays, avec des forces spéciales qui sont un peu partout dans le monde. Mais est-ce que vous ne seriez pas pour un renforcement de la sécurité? Alors ça, c'est mon hobby totalement, je vous le dis tout de suite. Pour renforcer, comme on le fait avec le plan Sentinelle, la sécurité dans les quartiers, par exemple. C'est-à-dire de mettre en place des patrouilles de militaires et de policiers, parce que vous savez que nos policiers sont pris sur plein de missions et sont saturés de missions. Est-ce que vous ne pensez pas que les militaires pourraient avoir des missions comme ça en France, comme le plan Sentinelle, où on a 10 000 militaires répartis sur le territoire après ce qui s'est passé avec les attentats? Est-ce que vous ne penseriez pas qu'on aurait peut-être à faire des missions ici pour sécuriser notre pays déjà contre le narcotrafic? Ouais, il y a une réorganisation à faire à ce niveau-là et ça me paraît être complètement essentiel. Je valide à 100%, tout à fait. Tout reste dans les moyens, évidemment, qui restent, je pense, compliqués et limités, mais ça reste essentiel. Alors, pour revenir justement sur votre deuxième proposition, Charlène, adapter nos armées à la guerre de demain, je vais poser une question à Madi, justement. L'Ukraine, elle est capable, on parlait des drones, de produire plusieurs millions de drones FPV par an. Il y en a entre 5 et 8 millions par an selon les sources. Et en même temps, si on se projette un peu plus loin dans le monde, au Moyen-Orient, on se dit que si on veut que la guerre entre l'Iran et les États-Unis s'arrête, à un moment donné, les États-Unis, je suis pas sûre que le ciel ça suffise, il va falloir aller sur terre. Donc peut-être que la guerre change pas tellement de visage finalement. En fait, je crois qu'il y a la guerre traditionnelle qu'on a connue sur terre, évidemment, elle continuera d'exister, elle continue d'exister. Il y a beaucoup de territoires de guerre partout dans le monde aujourd'hui, c'est vraiment la guerre terrestre. Mais effectivement, la guerre a muté comme la société a muté. Bien sûr. Voilà, donc aujourd'hui, on a différents types de guerres. On a la guerre informationnelle, par exemple. Ça, on le voit tous les jours, ça, avec les ingérences et autres. On a aussi la cybercriminalité. Mais je crois qu'effectivement, la guerre traditionnelle telle qu'on l'a connue, elle continuera d'exister. Et il y a des territoires où, malheureusement, il va falloir aller sur le terrain pour pouvoir avoir la paix, si je peux dire ça comme ça. C'est ça. Malheureusement. Oui, mais regardez, si on regarde l'offensive terrestre, comme on dit, jusqu'à maintenant, Trump, il n'y est pas allé, Oui, il n'est pas allé, mais à un moment, il va ça dure. Il n'est pas allé pour plein de raisons, Trump. Mais moi, je vous rappelle très mal vu par le peuple américain, déjà. Oui, mais vous savez pourquoi? On va finir comme en Irak. En Irak, on a laissé 4000 Irak et Afghanistan. Militaires. Des dizaines de milliers de blessés. Puis il y a le Vietnam avant ça. Et puis, il y a eu quand même,
Charlène, vous êtes avec nous, vous restez avec nous, hein, parce qu'on va jouer maintenant. Avec plaisir. On adore Charlène de Chalon. Sur Saône, c'est parti pour le jeu de l'été. Les vraies voix Sud Radio. Alors je vais vous embêter, Maddy, parce que je sais que vous n'aimez pas ça. Oui. Et vous. Alors en fait, aujourd'hui, comme je n'ai que 2 vraies voix, vous allez être chacun pour votre pomme. Charlène, c'est pour votre pomme. Vous, Bruno, c'est pour votre pomme. Et pourtant, on parlait de solidarité. Maddy, c'est pour votre pomme. Le blind test du jour, c'est un spécial musique de l'été pour ceux qui sont en vacances. Et surtout ceux qui sont au bureau. Alors, il y en a qui sont faciles, d'autres un peu moins. C'est parti pour la première chanson. Maître Gims. Pardon ? Maître Gims. Mais non. Non. Mais non, il était en concert en France il n'y a pas longtemps, c'est pas Bad Bunny ? Bravo, Charlène. Bad Bunny, Mia. Bad Bunny. On adore Bad Bunny, moi je suis fan. Hein. J'ai vu en concert Toutes les The femmes Weeknd. de plus de 40 ans aiment beaucoup Bad Bunny, je tiens à le dire quand même, il fait un effet sur ma génération. Moi j'ai vu The Weeknd, énorme. The Weeknd, c'est très bien aussi, au Parc des Princes, au Stade de France, énorme. J'aurais adoré. Allez, son numéro 2. Maître Gims. Oui. Bruno, c'est parti. Allez, un petit peu de son soleil. Maître Gims. Allez, le son numéro 3. Oh putain. Bernard Lavilliers, non. Non. Comment c'est ça ? Jamaica. Stand the Reggae. C'est qui ça ? C'est Bob Marley, Charlène, c'est vous qui l'avez dit en premier. Oh là là, mince, Charlène. Bob Marley, quand même. Bah oui, quand même. Mais sorti quoi, Bernard Lavilliers. Non, mais il a des influences comme ça, un peu brésiliennes. Il faisait un peu reggae aussi. C'est pas du Brésil, c'est la Jamaïque. Vous avez Jamaïque. Oh l'horreur. Ah, j'adore. Allez, son numéro 4. Il en manque un. Pourquoi ? Il en manque un. Alain Delon. Ah, voilà. Mais qui ? Alors, le point est pour tout le monde, du coup, c'est ça ? Bon, un point Maddy, un point Bruno. Elle m'a dit ça, il faut dire les questions, répondre totalement. Oui, mais vous aussi c'est à moitié. On a moitié là, on se débrouille. Allez, le numéro 5. Merde. David Bowie. Ah, voilà, allez-y, les sons là. Ça, c'est de la musique qui donne envie de danser sur Sud Radio. Allez, le numéro 6. Oh là là. Je connais, mais je sais pas son nom. Non, c'est le mec à lunettes là, merde. C'est le mec à lunettes. Oui. Vous avez dit quoi, Charlène ? C'est pas Laurent Voulzy ? Oui, c'est lui. Bravo, on adore Laurent Voulzy sur Sud Radio. Laurent Voulzy, merde, moi je connais pas les noms, c'est terrible. Vous écoutiez pas Laurent Voulzy quand vous étiez petit ? Mais si, mais c'est le mec à lunettes, mais j'ai oublié le nom. Enfin, le mec à lunettes. Le mec à lunettes. Le petit mec à lunettes. Les raccourcis de Maddy. Allez, c'est parti pour la 7. Tellement de mecs qui ont des lunettes, c'est pauvre. Madonna. Laïs Bonita. Direct. Ah, ça c'est ma génération. On a la même a priori. Rêve, on a les mêmes rêves. C'est les musiques de filles, ça, non ? Madonna, c'est pas de la musique de filles. Tout le monde écoute Madonna. Vous avez pas écouté Madonna, Bruno ? Si. Vous préférez Dalida ? Non, c'est de vraies stars en plus. Elle a fait des spectacles de folie. Elle dure. On en a plus des comme ça. Je crois que ce qui embête le plus les gens, c'est qu'elle a 60 ans et qu'elle dure. Elle est même plus que 60 ans. Elle a plus que 60 ans. Et elle dure et elle est en body, en résille, on adore. Ah ouais. Allez, la numéro 8. Non, mais ça a suivi. Je tiens à dire que vous êtes à égalité, les tous là. Putain, la nullité que j'ai suivie, j'ai réussi à prendre quelque chose. Donc, vous allez avoir une chanson pour celui qui gagne. Il reste un seul titre. Hein. Vous êtes prêts ? Ouais. Allez, c'est la 9. Oh là là, putain. Oh non. Ah oui, je crois. Non, mais je l'ai dans mon 10 heures en plus, c'est ça le fait. Comment vous pouvez pas connaître le nom du chanteur de cette chanson ? Charlène, allez, un petit effort. Marvin Gaye. Ah, il l'a dit avant vous, Bruno. Mais oui. Qui s'est fait assassiner par son père, le pauvre. Ouais, quelle histoire. Un truc de malade. J'adore la chanson, ouais. On adore. Mais moi, je l'ai sur mon 10 heures, mais tu vois, je connais même pas le voilà. Merci Charlène d'avoir joué avec nous. Merci Charlène pour le point. J'adore votre prénom, Charlène. Ne changez rien. Merci. Et puis, vous, les auditeurs, les auditrices, si vous avez un avis, vous souhaitez réagir, partager une expérience, vous avez forcément une bonne raison de nous appeler au 0826 300 300. Vous pouvez aussi nous faire des petits SMS, 7 20 18 par SMS avec VV en majuscule. Et puis, vous réagissez sur YouTube ou par mail avec je
participe@sudradio.fr si vous avez envie de jouer. Allez, vous restez avec nous puisque dans un instant, on continue sur cette spéciale feu de forêt avec des témoignages, du débat évidemment, et puis l'actu qui vous parle, c'est Sud Radio. Restez avec nous, c'est les vraies voix. 17h-20h, les vraies voix Sud Radio. Sud Radio. L'été, allez, on poursuit avec cette édition spéciale consacrée aux incendies qui touchent le sud-ouest de la France, le Var, enfin un peu partout. C'est parti avec nos vraies voix du jour. Bruno Pomar, ancien membre du RAID, et puis Madi Saidi, directrice en conseil en communication d'influence évidemment aussi. Et puis un petit rappel pour vous, Sud Radio soutient la protection civile et son appel aux dons pour les feux de forêt du sud-ouest. Plus de 300 volontaires sur place pour aider à évacuer la population, accueillir les sinistrés, gérer les plans d'hébergement, les centres d'hébergement, et puis accompagner les plus vulnérables. Vous pouvez faire vos dons sur protectioncivile.org. Et puis tout de suite, un petit point sur les incendies. C'est parti. Les vraies voix Sud Radio. Avec vous, Quentin Barbaza, c'est parti, on vous écoute. Oui, Judith, le feu qui continue actuellement de ravager la Gironde, les Landes, mais on n'oublie pas non plus le sud-est de la France avec le Var, où le feu n'est toujours pas fixé. En Gironde, zone la plus touchée, 42 000 hectares ont brûlé. Le brasier est toujours situé au nord du bassin d'Arcachon, sur les villes de Lège-Cap-Ferré et du Porge, où d'importantes reprises de feu ont été recensées cet après-midi. Il continue de se diriger vers l'est. Des évacuations ont été menées dans 23 communes. Le front de flamme est à environ 15 km de Bordeaux, à Martignas-sur-Jalles et à Saint-Jean-d'Ilac. Les autorités se penchent surtout sur une zone sensible qui pourrait être atteinte par les flammes dans les prochaines heures. C'est le camp militaire de Souges, où se situe le 13e régiment de dragons parachutistes. On se rappelle que ce matin, la ville de Lacanau notamment, connue pour ses vacanciers, 4000 ont dû quitter les lieux et les campings ont été priés d'évacuer. Au total, ce sont plus de 222 000 évacuations qui ont été menées en Gironde et plus de 200 maisons détruites et 3000 pompiers mobilisés. Dans ces moments difficiles, Sud Radio continue de vous soutenir et de vous donner la parole. Que vous soyez sinistrés, pompiers, mobilisés aux côtés des soldats du feu, on vous ouvre le micro et vous pouvez témoigner au 0826 300 300 et surtout bon courage à vous. Merci Quentin Barbaza. Allez, on a aussi la préfète de Gironde, Sophie Brocas, qui est en direct actuellement et qui nous rapporte que 14 reprises de feu ont eu lieu aujourd'hui dans le département. On prend un incendie d'une ampleur sans précédent. Elle nous dit que la situation reste compliquée, on n'est pas sorti d'affaire. D'ailleurs, pour cette spéciale feu de forêt, on continue avec nos témoignages sur le terrain. On part au 0826 300 300. Et on accueille Guillaume Millet. Bonsoir Guillaume. Bonsoir. Alors Guillaume, vous êtes sapeur-pompier, secrétaire fédéral CFDT du SDIS 33. Et en fait, vous avez déjà... Faites-nous un point de situation, tout simplement. La situation après le week-end que nous avons passé s'est de nouveau dégradée. Ouais. Nous avions une fenêtre de tir un petit peu dans la nuit de dimanche à lundi, avec également la journée de lundi, où la température avait un petit peu baissé, où les vents étaient tombés, où on avait même eu un petit peu de pluie de 3 à 5 mm selon les endroits sur le chantier, ce qui a pu profiter et bénéficier aux collègues sur le terrain de travailler, de gratter les lisières pour essayer d'éviter durant cette fenêtre de tir que le feu ne continue de se développer quand les températures vont remonter. Et nous voilà donc mardi, les températures sont remontées, l'humidité a baissé, le vent s'est levé et comme prévu, en fait, c'est pas une surprise, le feu a repris vie, a repris de la vigueur sur certains secteurs du chantier. Alors on a envie de savoir déjà comment vous allez, comment vous vous sentez, comment vous tenez, comment ça se passe sur le terrain. J'ai plein de questions en une là, je vous écoute Guillaume. Comment vous sentez déjà, comment ça se passe, comment vous allez? Comment on va, on a le moral, c'est fait de haut et de bas comme un petit peu toutes nos interventions. On sait que c'est pas toujours facile. C'est fait de petites victoires. Des fois, on arrête une saute de feu pour éviter qu'elle n'aille grignoter une parcelle pas encore touchée. Donc on se contente de petites victoires, mais à l'heure actuelle, on voit toujours les hectares qui continuent d'être grignotés et on prend des coups derrière la tête parce que on se rend bien compte que par endroits le feu arrive de façon tellement virulente que même nos lignes d'appui ou le dispositif mis en place, des fois on arrive à se faire déborder parce que le feu arrive avec trop d'intensité. Donc on se nourrit de ces petites victoires du quotidien pour se redonner du moral. La fatigue après, elle est gérée un petit peu comme on peut. Il y a énormément de personnel engagé sur le front de ces incendies, quasiment.
Quasiment 2800, ouais. Mais peu importe en fait le travail qu'il y a à faire. Les sapeurs-pompiers de France seront toujours à pied d'œuvre en tout lieu, en tout temps pour se battre contre n'importe quel type de catastrophe, puisque nous sommes également les pompiers du climat, quand même le rappeler certains. Les pompiers du climat, c'est vrai. Eh oui, donc on continue de se battre. Certains ont fait 10 à 13 heures de route pour venir prêter main forte en arrivant des départements de l'Est de la France, du Nord de la France, du Sud-Est également, des Alpes de Haute-Provence. Enfin, ça vient de partout. Ce qui est regrettable, c'est qu'on puisse engager des gens après 12 ou 13 heures de route directement sur les incendies, avec toute la fatigue accumulée dans ces transports, parce que traverser la France en camion feu de forêt ou en fourgon incendie, c'est pas pareil que traverser la France dans sa berline tranquille avec la clim. Bon, on vous garde avec nous, Guillaume, parce que on va vous faire participer. Pardonnez-moi, je vous coupe. On va vous faire participer au débat justement qui a lieu juste après. Bruno, je crois qu'il avait une petite question pour vous. Oui, bon, sont nos héros, on le sait, tout le monde le dit, et à juste titre, effectivement. Alors, ce que je voulais dire, tout simplement, c'est parce que j'étais hier dans le 27 en Eure-et-Loire et mes copains pompiers d'Eure-et-Loire, je sais, se mobiliser pour aller prêter main forte. Et comme l'a dit notre auditeur à l'instant, c'est ils ont roulé toute la nuit, et en arrivant, ils ont prêté main forte à leurs copains. C'est formidable. Donc, et c'est bien que les civils, les agriculteurs, les forestiers les aident et qu'ils soient aussi sur leur commandement, parce que ce sont eux les spécialistes et pompiers. Ça, c'est formidable. Cette solidarité, j'adore. Ouais. Guillaume Millet, vous restez avec nous, parce qu'on vous garde pour le débat juste après. Je rappelle que vous êtes sapeur-pompier, secrétaire général et fédéral CFDT du S10 33. On continue au standard au 0826 300 300. Vous pouvez nous appeler, réagir, témoigner. N'hésitez pas, surtout pour cette spéciale feu de forêt, cette spéciale incendie qui ravage un peu partout notre pays. Je reçois donc Yves Brugier-Garde. Pardon, j'ai du mal le dire. Yves, vous êtes sinistré du Porge. Bonjour Yves. Bonjour, oui. Comment allez-vous déjà pour commencer, Yves? Quand on a eu sa maison complètement brûlée, on peut pas aller bien. Oh là là. Oui. Alors, complètement, vous avez plus rien, Guillaume. Yves, pardon. Non, rien. La maison, il reste rien, c'est méconnaissable. On reconnaît même pas, quand on est dans les décombres, on reconnaît même pas les pièces, on voit plus les meubles, on voit plus rien. Ça fait mal au cœur ce que vous racontez. Toute une vie anéantie, et c'est gommé là comme ça, c'est impressionnant. Vous trouvez en fait aussi que Yves, qu'il y a des actions, que le Porge a brûlé trop vite, j'ai envie de dire. Alors, on a une petite incompréhension, mais je pense que tout ça sera débriefé quand cet incendie sera maîtrisé. Et pour le moment, c'est pas l'heure de faire des polémiques. Les pompiers, ils font un travail remarquable, colossal, un truc de fou. Mais on a l'impression qu'il y a des zones qui, manifestement, n'ont pas été défendues. Et la question qu'on se pose, c'est pourquoi? Alors, il y a sûrement une raison. Ça tombe bien. Il y a une raison sûrement tactique, mais elle nous échappe pour le moment. Alors Yves, ça tombe bien puisqu'on est avec Guillaume Millet au téléphone, vous savez, il est pompier, on l'avait à l'instant. Peut-être qu'il va pouvoir vous répondre, Guillaume. Vous avez une raison peut-être à donner à notre auditeur Yves? Vous savez, je ne suis pas garant de la tactique opérationnelle du COS sur les lieux à ce moment-là. Ouais. Moi, ce que je peux dire à Yves, c'est que même si je suis sapeur-pompier à Bordeaux, samedi, durant 24 heures, j'étais engagé sur le front des incendies, et qu'avec mon équipage, nous sommes passés par Somos, le Temple, le Porge. Effectivement, c'est un paysage qui est cataclysmique. On a l'impression que il y a des quartiers entiers qui ont été rayés de la carte. Ça vaut ce que ça vaut, mais moi j'ai une pensée pour Yves et tous les habitants de ces communes sinistrées, parce que je suis moi-même issu de ce territoire. À quelques kilomètres de là, je suis de Carcan, où nous avons connu également des grands incendies de forêt donc il y a quelques années. Ce sont des images qui me frappent, qui m'émeuvent, clairement. Mais on doit continuer notre travail, on doit faire notre route, on doit passer notre route pour continuer à aller chercher le feu là où il est. Maintenant, la seule chose que je puisse dire, c'est qu'en fait, il est très très difficile
de mettre un camion de pompiers sur l'ensemble du périmètre du feu. C'est-à-dire que ce périmètre-là, je n'ai absolument pas le chiffre exact, mais ça doit faire des centaines de kilomètres de linéaires de pourtours de feu, en fait, si vous voulez. Moi, donc je ne sais pas quelle a été la décision prise à ce moment-là pour sauver le Porge, pour sauver l'Ège. Yves, vous êtes avec nous encore. Quand vous entendez Guillaume qui finalement vous explique qu'ils ont tous été hyper mobilisés, qu'ils peuvent pas être partout, etc. C'est vrai qu'on se dit que ils sont pas à la tactique opérationnelle, mais que on est vraiment désolé pour vous. Mais c'est vrai que le territoire il peut pas être couvert à 100%, quoi. Ah mais on est bien d'accord, mais l'avenue où j'habite, moi, les maisons sont situées au bord de la route. Certaines ne sont même pas entourées de bois. Elles ont brûlé parce que le gazon autour de la maison a brûlé. Parce qu'il était déjà très sec, donc, si ça avait été arrosé, ces maisons n'auraient jamais brûlé. C'est vrai. Et en fait, ces maisons ont brûlé parce que à ce moment-là, il n'y avait personne sur la zone. Donc ça, on voudrait savoir, nous, pourquoi. Alors, on le saura dans un deuxième temps. En tout cas, en attendant, déjà une petite question rapide. Yves, votre assurance, ça fonctionne bien? Tout va bien? Alors, c'est ce que j'ai déjà dit des fois. Là, on va se retrouver face à un pot de fer énorme que sont les assurances qui vont ajouter de l'ignominie au désespoir. Oui, mais non, on a entendu, vous inquiétez pas, les assurances, ils vont assurer, c'est le cas de le dire. Non, moi j'ai pris vous verrez quand... j'ai pris un expert privé qui lui a travaillé avant du côté des assurances et maintenant qui fait de l'expertise privée. Il m'a dit non, vous serez remboursé, mais ils vont tout tirer vers le bas. Je vais être obligé de me battre comme un chien pour essayer de vous obtenir le maximum. Bon, écoutez, on vous souhaite vraiment, en tout cas, de vous en sortir, de récupérer les sous comme il faut, et surtout, on est de tout cœur avec vous, parce que perdre sa maison, je pense que ça chamboulerait n'importe lequel d'entre nous, tous ses souvenirs, etc. On pense à vous, d'ailleurs, vous, les auditeurs de Sud Radio, si vous avez quelque chose à dire, si vous avez envie d'apporter votre soutien, ou tout simplement faire un coup de cœur, donner un coup de cœur, un coup de gueule, whatever, vous nous appelez au 0800 26 300 300. On vous attend. Dans un instant, c'est le grand débat. 17h-20h, les vraies voix Sud Radio. Judith Belair. 18h16 sur Sud Radio. Un petit rappel pour vous de nos vraies voix du soir. Bruno Pomar, qui est ancien membre du RAID, et Madi Seidi, directrice en conseil en communication d'influence, pardonnez-moi Madi. Allez, c'est parti pour le grand débat. Les vraies voix Sud Radio. Près de 4000 vacanciers ont été évacués, on en a parlé ce mardi, de plusieurs campings de Lacanau en Gironde, une décision prise par les autorités en raison de l'incendie qui s'est déclaré à Somos. Mais alors aussi de la nouvelle vague de chaleur qui arrive, qui s'installe, des conditions météo qui sont particulièrement propices à une propagation rapide des flammes justement. Si les campings n'étaient pas directement menacés au moment de l'évacuation, le principe de précaution, et oui, a prévalu. C'est important pour éviter tout risque dans un contexte où les incendies se multiplient chaque année. Les évacuations préventives tendent à devenir la règle. Alors selon vous, chers auditeurs de Sud Radio, vous savez que vous pouvez aller commenter évidemment sur notre chaîne YouTube, et puis n'hésitez pas à nous appeler au 0800 26 300 300. Selon vous, chers auditeurs, est-ce que évacuer avant le danger, c'est devenu indispensable? C'est la question qu'on vous pose. 0800 26 300 300. On part au standard puisque nous avons des témoignages de nos auditeurs. On commence avec Béatrice qui nous appelle de Le Porge. Bonjour Béatrice. Oui, bonsoir. Bonsoir. Alors vous, Béatrice, en fait, vous avez eu aucune instruction. L'incendie, il a commencé mercredi chez vous. Il n'y a pas eu d'instruction de la mairie, pas de plan communal, et c'est votre fils qui vous a réveillé, qui vous a un peu sauvé, j'ai envie de dire. Oui, c'est notre fils qui nous a sauvé la vie, puisque moi, je suis rentrée de déplacement le jeudi parce que je voyais qu'il y avait des feux sur le Porge, mais je pensais que c'était quand même relativement maîtrisé. Et puis, c'est vrai que sur les coups de 22 heures, je voyais quand même le ciel très orange. J'étais quand même assez proche. Pas d'appel de la mairie, rien du tout. Ensuite, je suis ressortie à 23h10. C'était encore de plus en plus lumineux et proche de la maison. Et à 1h10 du matin, mon fils m'a réveillée parce que je m'étais assoupie pour me dire « Maman, j'entends des explosions ». Je me suis levée. Là, quand on a ouvert la porte-fenêtre, il n'y avait plus personne au PC de sécurité parce qu'on habite juste en face de la salle des fêtes. C'est fou ça quand même. Plus les gens qui étaient évacués n'étaient plus dans la salle des fêtes.
Et là, je regarde, les flammes étaient à 200 mètres de la maison. Mon fils nous aurait pas réveillés, la suite aurait été tragique. Mais comment ça se fait, pardon, mais comment ça se fait? Vous êtes en face en plus. Qu'est-ce qui s'est passé à votre avis, Béatrice? Personne n'est venu sonner à la maison. J'ai mon téléphone. Je pensais que on allait avoir une alerte. Oui, parce que normalement il y a des alertes assez fortes. Voilà, je pense que maintenant les antennes GSM peuvent savoir tous les téléphones qui bornent. Moi, mon téléphone, bien entendu, est activé au niveau des alertes. On avait 3 téléphones portables à la maison. Il y en a pas un qui a sonné. Enfin, c'est tragique, quoi. Et dans la rue, personne n'a sonné. Il y avait encore l'électricité. Personne n'a sonné pour nous dire réveillez-vous, faut se sauver. Bon, écoutez, on est vraiment désolé pour vous, Béatrice. Comment vous allez là aujourd'hui? Ça va, mais psychologiquement c'est compliqué. Là, j'entends qu'il y a encore des feux sur le Porge, mais on a des informations par la télévision. On n'a aucune information de la mairie. On sait pas où on va, quoi. Qu'est-ce qu'on fait demain? Qu'est-ce qu'on fait après-demain? On sait pas. On a parlé des assurances tout à l'heure. Il y a plein d'assurances qui prennent en charge les sinistrés, les déplacés, qui payent des hôtels, qui payent des apparts et tout. N'hésitez surtout pas à vous rapprocher de votre assurance, Béatrice. Et oui, on l'a fait ce matin. On vous souhaite vraiment bien du courage. On vous remercie pour votre témoignage. Merci beaucoup, Béatrice. Vous nous appelez de Le Porge. Vous avez été déplacée de Le Porge par vos propres moyens, du coup, en Gironde. On continue avec Frédéric qui nous appelle de Saint-Aubin de Médoc. Bonsoir, Frédéric. Bonjour tout le monde. Bonjour. Vous êtes en Gironde aussi. Voilà. J'ai beaucoup plus de chance que Madame Béatrice juste avant moi. Parce qu'à Saint-Aubin de Médoc, donc on était chez les amis, nos voisins, en train de prendre l'apéro, et on a eu des appels de nos amis en disant on a vu à la télé ou à la radio, je ne sais plus, que Saint-Aubin vous allez être évacué. Ah bon, on n'avait rien reçu, mais on n'a pas attendu de recevoir quoi que ce soit. Et on s'est dit, on part, on va à Villeneuve, chez ma mère, Villeneuve-d'Ornon, qui est une commune du sud de la métropole de Bordeaux, Saint-Aubin plutôt au nord, et dans la ligne du feu qui venait de Somos. Et en descendant vers le sud, je m'éloignais considérablement du feu. Et en fait, ma femme, qui est quand même beaucoup plus geek que moi, parce que moi, alors je lui fais confiance pour ça, mais pas pour autre chose, bien sûr, mais en tout cas pour ça. Bon, allez-y là. Elle m'a dit, tu sais, en principe, c'est genre de truc, un peu comme disait Madame Béatrice juste avant, les téléphones sont repérés et ils envoient des messages au téléphone, donc ils voient le repérage. Et nous, comme on avait quitté Saint-Aubin, je pense que c'est les avertissements que Monsieur le maire, Monsieur Christophe Duprat, a envoyés. On les a pas reçus parce qu'on était déjà en route pour Villeneuve. En tout cas, merci de votre témoignage, Frédéric. Oui, allez-y. Et de ce côté-là, Monsieur Duprat travaille très bien apparemment. Nous avons il y a des comment on appelle ça, des comptes rendus régulièrement pour nous tenir au courant, nous faire des choses comme ça. Donc vraiment c'est parfait. Eh bien écoutez, on vous remercie beaucoup de votre témoignage et on vous souhaite bien du courage en espérant que tout se passe bien pour vous à Saint-Aubin de Médoc en Gironde. Alors justement, notre président évoque ce soutien, il apporte son soutien aux personnes déplacées, on l'écoute. Je veux également avoir un mot pour dire le soutien, la solidarité de la nation pour celles et ceux qui sont déplacés, qui depuis plusieurs jours sont sur des lits d'hôpitaux, dans des gymnases, qui vivent, je le sais, dans l'angoisse, dans la peur. On a eu plus de 200 000 personnes qui ont été déplacées, des touristes, mais aussi des résidents, dont on a pris soin. Ce sont des vies qu'on a sauvées, mais évidemment dans des conditions très difficiles. Et donc on va tout faire pour qu'ils puissent, dans les meilleurs délais, mais en toute sécurité, revenir chez eux. Quand on écoute Emmanuel Macron, Madi Saïdi, on se dit que il y a une vraie solidarité globale. On en parle depuis tout à l'heure dans le pays, effectivement. Et puis on se dit que ces évacuations préventives, elles sont absolument incontournables. Désormais, on peut plus faire ça. Elles sont incontournables, elles sont nécessaires. Aujourd'hui, il faut le faire d'abord pour sauver des vies, parce que les incendies, on peut les éteindre et comme on l'a vu, ils se ravivent après. Surtout qu'ils sont sous terre, c'est ça qui est impressionnant. Ça explose carrément, donc pour sauver des vies, il faut le faire. Donc il faut, et puis ce principe de précaution, en fait, il s'impose, on n'a pas le choix. Et aussi, je pense que c'est important aussi pour faciliter le travail des pompiers. C'est plus facile pour eux d'aller gagner du terrain, aller éteindre le feu en sachant qu'il n'y a plus personne sur le terrain. C'est important. Alors c'est vrai que c'est difficile pour les gens
parfois de comprendre, mais c'est encore très loin, mais le feu, ça va très vite aussi. Aujourd'hui, à 14h, ça peut être très bien, et puis à 16h, ça a tout changé. Donc effectivement, il va falloir s'habituer à ça, à une juste application du principe de précaution, et à chaque fois, quand on sait que c'est des zones à risque, il faut évacuer les gens avant que le feu n'arrive. Bien sûr. Bruno Pomar, vous disiez tout à l'heure, hors antenne, je vais le répéter aux auditeurs, qu'effectivement, de toute façon, si on n'appliquait pas ce principe de précaution et qu'il y avait des gens qui décédaient, ça serait encore pire. Enfin, c'est catastrophique, en fait. On est obligé de faire ça aujourd'hui. Mais totalement. Alors déjà qu'on critique évidemment l'État, les services de l'État, moi je veux bien qu'on critique l'État, c'est le truc plus facile à faire, mais quand on sait quand même qu'on a réussi à évacuer plus de 200 000 personnes, vous vous rendez compte un peu ce que c'est les reloger, même si c'est de façon un peu archaïque, mais enfin je veux dire, ces gens sont en sécurité. Sauvés, Je pense que les élus, alors j'étais un peu étonné d'ailleurs des interventions de nos deux autres auditeurs, en disant qu'ils n'ont pas été informés, etc. Normalement, dans ce fameux plan communal de prévention, moi je l'ai fait dans mon petit village, on met en place tout un tas d'actions à mener, évidemment, pour venir en aide quand il y a une catastrophe. On est au service des services de l'État et du SDIS, service d'information, de défense des secours, les SDIS, et avec eux on travaille sur la façon d'évacuer, ce qu'on doit faire, si nous, élus, on doit aller informer nos habitants, etc. Puisqu'on est avec Guillaume Millet, qui est secrétaire fédéral CFDT du SDIS 33. Guillaume, vous êtes encore avec nous ? Oui. Ouais. Alors justement, jusqu'où il faut aller dans ce principe de précaution ? Jusqu'au bout. Jusqu'au bout, en fait, ce qui a été fait en fait en Gironde, je suis un peu comme votre interlocuteur, on peut pas tout le temps taper sur tout le monde dès qu'on fait quelque chose. Aujourd'hui, on peut se féliciter d'avoir déplacé 225 000 personnes quasiment. C'est ça. Pas toujours de façon fluide, parce que quand on commence à évacuer des villes de 10 000 habitants, nécessairement, automatiquement, ça crée quelques embouteillages, mais en fait, le feu n'était pas encore là. On est sur de la prévention. Est-ce qu'il vaut mieux qu'on laisse les gens chez eux et puis qu'on évacue tous au dernier moment et qu'on mette 50 000 personnes sur des routes et qui se retrouvent piégés par les flammes, comme on a pu le voir au Portugal en 2017? Non, ce serait dramatique. Absolument. Donc en fait, aujourd'hui, il faut juste saluer la réponse qui a été apportée pour ces évacuations, pour ces incendies. Voilà, je pense que c'est la bonne solution. Maintenant, effectivement, tout ça, toutes ces évacuations, ça pèse énormément sur les collectivités locales qui doivent accueillir des milliers de réfugiés, on va dire. Ce sont des réfugiés des réfugiés climatiques de vacances, mais ce sont des réfugiés climatiques quand même. Les collectivités locales, elles ouvrent leur salle de sport, elles ouvrent leur salle des fêtes pour pouvoir loger des évacués, pour pouvoir même loger des fois des pompiers. Et en fait, ce qu'il faut surtout, c'est ne pas oublier l'effort qui est fait par les collectivités locales et territoriales, parce que déjà d'une, ils participent au financement du SDIS à hauteur quasiment de 50%. Et en plus de ça, tout ce qui se passe aujourd'hui sur le territoire quand il y a des grands feux, c'est les départements et les collectivités locales, bien souvent, qui emportent la charge avec un désengagement parfois de l'État. Merci beaucoup pour votre témoignage. Je vais être obligé de vous couper parce qu'on va faire un point justement sur la situation. Moi, je donne quelques chiffres. 42 000 hectares brûlés en Gironde, quand même 240 habitations brûlées, 220 000 personnes évacuées. C'est absolument incroyable. C'est du jamais vu, j'ai presque envie de dire. En tout cas, presque jamais. Et d'ailleurs, on va faire un point là-dessus avec Quentin Saunier. On vous écoute, Quentin. Et oui, Judith, le feu continue de ravager actuellement la Gironde, les Landes et le Var, où le feu n'est toujours pas fixé. En Gironde, la zone la plus touchée, 42 000 hectares, comme vous le disiez, ont brûlé. Le brasier est toujours situé au nord du bassin d'Arcachon, sur les villes de Lèche, Cap-Ferret et du Porge. La préfète de Gironde, Sophie Brocas, a tenu un point presse à 18h. Je vous propose de l'écouter. On a eu aujourd'hui 14 reprises de feu. C'est très important. Sur des zones qui avaient déjà été parcourues par le feu, il y a un nouveau feu au Barp qui est en cours de traitement. Et puis nous avons un pompier blessé en plus aujourd'hui, ce qui porte le nombre à 110. Des reprises dues notamment au vent qui souffle environ à 40 km/h et à la canicule qui touche de nouveau la zone. La température sur place est de 38 à 40 degrés. Pour rappel, des évacuations ont été menées dans 23 communes. Le front de flamme se rapproche petit à petit de Bordeaux. Il est à 15 km de la métropole, à Martignas-sur-Jalles et Saint-Jean-d'Illac. Au total, ce sont plus de 222 000 évacuations qui ont été menées en Gironde. Plus de 200 maisons détruites et toujours 3 000 pompiers
sont mobilisés dans ces moments difficiles. Sud Radio continue de vous soutenir et de vous donner la parole, que vous soyez sinistré, pompier ou mobilisé aux côtés des soldats du feu. On vous ouvre le micro pour témoigner au 0826 300 300. N'oubliez pas ce numéro. Merci beaucoup Quentin Saunier, 0826 300 300. Vous pouvez aussi commenter sur notre chaîne YouTube. Vous le savez, Sud Radio, c'est votre radio, c'est la radio du Parlons Vrai. Vous restez avec nous parce qu'on a encore quelques petites choses qui se passent pendant la demi-heure qui suit avant de retrouver Patrick Roger pour la suite de cette édition spéciale. À tout de suite. 17h-20h, les vraies voix Sud Radio. Sud Radio. 17h-19h, Judith Belair. Vous êtes bien sur Sud Radio, merci de nous avoir choisis. Un petit rappel de vos vraies voix du soir, parce que vous le savez, c'est les vraies voix de l'été. Vous êtes avec Bruno Pomar, qui est ancien membre du RAID, et puis Madi Saïdi, directrice conseil en communication d'influence. Est-ce que tout va bien à bord? Je crois que vous avez su trouver les très bons chroniqueurs aujourd'hui, c'est tout. Oui, vous êtes merveilleux. Allez, je vous fais un petit rappel quand même, chers amis. Sud Radio soutient la protection civile et son appel aux dons pour les feux de forêt du Sud-Ouest. 300 volontaires sur place pour aider à évacuer la population, accueillir les sinistrés, gérer les centres d'hébergement, accompagner les plus vulnérables. Et oui, vous pouvez donner vos dons sur protection. Donner vos dons, c'est logique en même temps. -civil.com. Allez, c'est parti. .org, pardon. C'est parti pour le coup de fil de l'été. Les vraies voix Sud Radio. 0826 300 300, vous pouvez toujours réagir à ce que vous entendez. Allez à l'antenne de Sud Radio. On part. Allô Patrick, Mac, oui. On vous entendait déjà avant que je finisse ma phrase, donc je vous garde avec moi. Patrick, vous êtes responsable du parc animalier Sud-Gironde et Landiras, responsable de la brigade de secours de la faune sauvage. Il y a beaucoup d'associations qui se mobilisent justement pour sauver les animaux sauvages des flammes. Faites-nous un point sur cette situation et sur ces animaux que vous avez pu recueillir, on imagine, ou je sais pas comment vous faites, mais on a envie d'avoir les infos. D'accord. On vous écoute, Patrick. Oui, alors on m'écoute, excusez-moi. Bon, alors nous on intervient effectivement sur la faune sauvage, mais pas que, parce on est beaucoup intervenu sur les animaux domestiques et de rente des gens qui ont été évacués, parce que c'était la première chose. Cette année, comparé à 2022, parce qu'on a connu le feu de 2022 qui était appelé le feu de Landiras, étant donné qu'on est sur place, mais ce feu-là, il a une intensité qui est énorme, qui est très importante, et une rapidité aussi qui fait que pour le moment, on n'a pas pu beaucoup intervenir sur la faune sauvage. On commence à faire depuis quelques jours. Il y a les animaux qui sortent du bois et alors comme d'habitude, beaucoup d'animaux à euthanasier, malheureusement, mais on arrive quand même à sortir des animaux. Oui, parce que le problème des brûlures, c'est que ça fait des traces importantes. On a récupéré un chevreuil il y a quelques heures là, mais en fait ses pattes, on va dire les ongles et le début des pattes étaient carrément fondus pratiquement. Il marche dans les braises, il y a beaucoup de braises, etc. Il faut savoir que c'est un feu d'une intensité incroyable et on va perdre énormément de biodiversité, de faune sauvage, animalière, ainsi que tout ce qui est les arbres, la flore, etc. C'est une catastrophe. Moi, c'est je dis rarement mon opinion, je suis pas là pour ça, mais très sincèrement, ça me brise le cœur, Madi Saïdi. C'est, je pense que moi, ce qui me brise le plus le cœur, c'est ça, en fait. C'est tous ces animaux, cette faune. Madi Saïdi, excusez-moi, Patrick, laissez-la répondre. Oui, c'est atroce. D'ailleurs, malheureusement, évidemment, on a des questions climatiques, donc on a toute cette faune qu'on retrouvera peut-être pas, mais surtout ces animaux qui font partie justement de notre patrimoine, de l'humanité, j'ai envie de dire. Ouais. Et je trouve que c'est horrible parce que malheureusement, comme ça a été dit là tout de suite par l'auditeur, c'est que parfois, ils n'ont pas le choix, donc ils sont obligés des euthanasier, et ça, je trouve ça atroce. Vraiment, c'est horrible. Horrible. Oui, et puis ensuite, à la différence des humains, évidemment, parce qu'ils sont dans des maisons localisées, etc., les animaux, ils sont dans leur propriété, qui est la forêt, et cette forêt est en train d'être totalement détruite. Ouais, c'est terrible, ouais. Patrick Meng, c'est ce qu'on se dit, c'est que finalement, on est en train de détruire leur monde, en fait. Oui, tout à fait. Alors pour revenir un peu sur l'euthanasie, le problème c'est que des animaux qui sont grandement brûlés, ils peuvent vivre encore quelques jours. Alors c'est vraiment une délivrance pour eux. Alors on le sait, bien sûr, ça nous brise le cœur, mais on est obligé de le faire. On peut pas les garder dans cet état parce que ça peut durer longtemps. Et puis ils souffrent beaucoup. Aujourd'hui, la problématique c'est que les animaux qui sortent du bois, ils se confrontent à plein d'autres problèmes, qui sont les problèmes des routes, qui sont les problèmes des grillages, etc. Donc on
on retrouve des animaux qui ont été épargnés par le feu, mais qui vont être blessés par les routes, par les grillages, etc. Et ça, ça brise le cœur. Il n'y a pas de mots. Merde, ils ont réussi à sortir de là, mais en fait, ils vont se faire taper par une voiture. J'ai une petite question pour vous, Patrick. Si il y a des gens dans votre région, du coup, qui trouvent des animaux blessés, qu'ils soient d'ailleurs des animaux sauvages ou des animaux de compagnie, qu'est-ce qu'ils doivent faire ? Alors, ils peuvent nous appeler. Il n'y a pas que nous. Il y a plein d'assos qui sont sur. Il y a One is the Poon. Là, il y a Futur Asso. Il y a plein d'assos qui sont sur l'affaire. Mais de toute façon, il y a du boulot pour tout le monde. Au point où on en est. Donc nous, on peut nous appeler pour à peu près tous les animaux. On va gérer. On peut les transporter aussi. Mais attention toujours, parce transporter un animal de la faune sauvage qui est blessé, c'est dangereux. Et qui peut être paniqué et tout, ça peut être très dangereux. Donc il faut pas faire n'importe quoi. Voilà, il faut pas faire n'importe quoi parce que les gens peuvent se blesser. Un chevreuil, c'est dangereux. Un animal en plus qui est dans qui est en panique et puis qui est tout d'un coup calme parce qu'il est stressé. Il va se retrouver dans une voiture. Il va reprendre un peu des forces, paniquer. Ça peut être super dangereux pour les conducteurs. Il faut vraiment faire attention. Ça se manipule pas comme un chat ou un chien. Écoutez, merci beaucoup Patrick Meng, merci pour votre engagement et pour votre témoignage. Je rappelle que vous êtes responsable du parc animalier Sud-Gironde à Landiras. Vous êtes responsable de la brigade de secours de la faune sauvage. Et vraiment, on vous souhaite de tout cœur un maximum de courage parce que vraiment cette situation fait mal même à entendre. Allez, vous restez avec nous justement pour l'info en plus. Les vraies voix Sud Radio. On change un peu de sujet, Quentin, là. C'est aujourd'hui, Quentin Barbaza, il y a un nouveau sélectionneur, je crois, non? Il y a pas un truc comme ça qui s'est passé, je crois qu'il est même un peu connu. Il s'appellerait pas Zizou? Ah si, Zizou, son petit diminutif, le double Z. Et oui, parce que c'est officiel, Zinedine Zidane est le nouveau sélectionneur de l'équipe de France de football. Il a été officialisé ce matin. Donc après 14 années de mandat de Didier Deschamps à la tête des Bleus, une nouvelle page va s'ouvrir. Et c'est un retour forcément très symbolique et attendu. Et pour nous en parler, on va accueillir notre journaliste Sud Radio, Elvin Defadio, qui était ce matin au siège de la Fédération française de football, qui a assisté à cette conférence de presse. Bonsoir Elvin. Bonsoir Elvin. Bonsoir les vraies voix. Bon Elvin, vous qui étiez sur place notamment, comment vous avez ressenti un peu cette première prise de parole de Zinedine Zidane dans son beau costume et qui maintenant a pris les galons de sélectionneur de l'équipe de France? Zizou, il était hyper heureux. C'était le moment qu'il attendait depuis très longtemps. Il respire le charisme quand même. Il y avait tellement de journalistes accrédités, beaucoup de supporters devant le siège de la FFF. C'était un super moment. Ça permettait aussi de retrouver un petit peu le sourire dans cette période compliquée. D'ailleurs, il a eu très très vite une pensée pour toutes les personnes qui sont concernées pour les feux qui touchent la Gironde. Et on a vu un Zizou heureux puisqu'il attendait d'entraîner l'équipe de France. Il l'a dit, il avait refusé différentes offres. Et il était très très content, mais surtout quel bonheur de revoir Zizou à la tête de la France. Et justement, Elvin, je pense qu'on va écouter notre nouveau sélectionneur qui a annoncé que c'était une joie immense pour lui. Aujourd'hui, pour moi, c'est juste une continuité, quelque part un rêve. J'ai eu des propositions pendant ces 4-5 ans où j'ai arrêté. Et je les ai toutes refusées pour l'équipe de France. Parce que l'équipe de France, pour moi, c'est la seule chose que je voulais faire. Aujourd'hui, j'ai l'opportunité d'être le sélectionneur de cette équipe. Et je vais tout donner pour que cette équipe continue à gagner. Voilà, c'est la seule chose qui m'anime. J'ai plein d'émotions en moi, quoi. Je suis prêt pour relever le défi. C'est Zizou, il fait zizir. Pardon, mais j'avais envie de la faire, Quentin. Allez-y. Oui, on l'a senti beaucoup ému. C'était aussi une grande émotion que vous avez ressentie, vous, Elvin, sur place? Ouais, parce que comme j'ai dit, là, il avait la possibilité d'entraîner lors des dernières années. Zidane, c'est Zidane, donc tous les grands clubs suivent Zidane, et puis ce qu'il a fait en très peu de temps au Real, tout le monde le sait. Mais il attendait ce poste-là, avec le grand respect qu'il a eu pour Didier Deschamps, parce qu'il savait ce poste-là n'allait pas arriver tout de suite, parce qu'il y avait quand même un grand sélectionneur en place. Il a eu très très rapidement un hommage pour Dédé, parce que tout ce qu'a réussi à faire Deschamps à la tête de la France, faut quand même y penser. Mais lui, c'est dit prêt. On a senti une certaine assurance. Il sait qu'il a un groupe incroyable à disposition. Et puis j'ai envie de dire, quand Zidane parle, on dit oui tout de suite. Tout le monde se tait. Non mais ce qui était fou, c'était le charisme qui dégage.
Avec son beau costume. Bruno Pomar, vous êtes chaud là, je sens. Ouais, non, mais c'est intéressant ce que dit votre spécialiste foot là, parce que moi je suis pas un grand spécialiste de foot, mais bon, j'ai écouté les médias et c'est vrai qu'on a eu vite fait, je dirais presque de zapper. Et c'est les propos de Dugarry d'ailleurs qui n'ont pas été très sympas. Je ne sais pas ce qu'il a fait de particulier dans sa carrière, ce monsieur, mais pour se permettre de juger Monsieur Deschamps qui a fait un travail remarquable. Et c'est vrai que pour Zinedine Zidane, qui est une grande star, un grand entraîneur du Real de Madrid, un grand joueur aussi, tout le monde le sait, le challenge va être lourd à relever, même s'il a une équipe fabuleuse avec des individualités fabuleuses. Il va falloir qu'il relève le challenge parce que Deschamps, et vous l'avez dit, a fait un travail formidable. Donc il ne faut pas l'oublier. Donc la mission va être très très lourde, même si on s'appelle Zinedine Zidane. Les bottes vont être difficiles à chauffer, j'allais dire à chauffer, mais à chausser. Décidément, je suis tellement des incendies que ça chauffe de partout. Des bottes difficiles à chausser, donc. Oui, ça va pas être simple évidemment parce que comme ça a été dit, dans l'équipe de France, on a des belles individualités, mais il faut les faire jouer ensemble et les faire gagner ensemble. En tout cas, moi je suis ravie. J'adore Zidane. Je trouve qu'il incarne quelque chose. Tout à l'heure, on parlait justement de charisme, et je crois qu'il l'a. Et puis il est très humble. Je trouve qu'il a cette humilité qui parfois peut manquer à certains footballeurs. Il est très humble, il rapporte quelque part de la sérénité. Moi j'adore, je suis ravie, vraiment. Je voudrais juste poser une question. Votre spécialiste est toujours en ligne avec nous? Oui, c'est Elvin. Je me demandais pourquoi Dugarry a été dur à l'égard de Deschamps. Les deux s'aiment pas tellement. Voilà, ceci explique cela. Ouais, mais quand même, quoi. Je veux dire, Dugarry, il est un grand joueur, mais il n'a pas cassé de pattes à un c'est sûr, mais bon. Deschamps, c'est autre chose. Non, qu'est-ce que vous en pensez? Moi, ça m'a interpellé, ça m'a fait même de la peine pour le monde du football. Deschamps était malin, c'est lors de sa dernière conférence de presse, lors de sa conférence de presse d'adieu, il n'a pas voulu répondre. Il sait que Dugarry le déteste. Il a dit, moi j'ai parlé sur le terrain, j'ai gagné ce que j'ai gagné avec l'équipe de France, les détracteurs parleront. Oui, bien sûr. Quentin Barbaza. Moi, j'avais une question pour vous, Elvin. On parle maintenant qu'il a un gros chantier à mener, Zinedine Zidane. C'est quels vont être notamment les enjeux de son premier mandat, sachant qu'on sait qu'il va y avoir potentiellement une Ligue des Nations, un championnat d'Europe. Quels vont être les premiers chantiers de nos nouveaux sélectionneurs? Gagner. Lui-même l'a dit, je sais comment faire gagner cette équipe de France. C'est logique en même temps. C'est un compétiteur, il entraîne quand même l'une des plus grandes sélections du monde, et puis le dernier titre de l'équipe de France, même si c'était pas il y a 20 ans, ça remonte un petit peu, donc il y a un objectif clair, l'Euro en 2028 et la Coupe du Monde en 2030. Il sait qu'il a quand même des joueurs extraordinaires à disposition, bien évidemment il va devoir les connaître, il va apprendre à connaître ce groupe-là, mais je pense qu'il y a pire qu'entraîner l'équipe de France à l'heure actuelle. C'est tellement costaud, tellement fort, il y a des bases tellement solides qu'il y a pire. Madi Saïdi, l'équipe de France, qu'est-ce que ça vous évoque? Mais bon, déjà moi je suis une fan de football, donc quand on parle de football, moi ça vibre en moi. Effectivement, moi j'ai adoré la Coupe du Monde, la dernière. Je regarde toujours. Moi le football c'est quelque chose de très particulier. Il y a deux choses qui ont été faites chez moi. C'est la politique et le football. Moi le football, je l'ai dans les veines. Ça me fait le même effet, quoi. Ça me fait le même effet, je l'ai dans les veines. Quand au début du match. L'équipe de France, c'est quand même un symbole aussi quand on parlait de cohésion d'équipe, on parle aussi de cohésion du pays, en fait. Cohésion du pays est un vrai symbole. Et moi, vraiment, le moment que j'adore, c'est le moment de la Marseillaise avant que ça commence. Quand je vois tous ces jeunes qui ne font qu'un derrière un seul et unique drapeau et qui chantonnent la Marseillaise, je vous jure que des poils que j'ai pas, mais elle nous hérisse le poil justement quand elle parle. Moi je n'ai pas Bruno. Mais ils sont blonds donc ça va. Oui, mais bien sûr, c'est un symbole parce que d'abord le foot, pour travailler dans beaucoup de quartiers tout au long de l'année, évidemment, sur mes activités, j'ai le foot, c'est obligatoire. Pour pas contourner le rugby, mais le foot, évidemment, c'est la discipline favorite de notre jeunesse. Donc, effectivement, alors moi je fais beaucoup de travail d'ailleurs avec la Fédération Française de Foot sur les comportements, etc. Parce que lorsqu'on parle de foot, on parle de beaucoup de choses à côté. Et des comportements à avoir dans les clubs, comportements des jeunes avec les arbitres, etc. Et c'est pour ça que l'équipe de France doit être exemplaire. Elle l'est, évidemment, pour transmettre ces messages à notre jeunesse. C'est important de le faire. Eh bien, merci beaucoup. On va vous laisser quand même un peu le mot de la fin, Elvin de Fazio, sur comment elle était, cette conférence de presse, comment vous avez senti l'atmosphère, les gens sont contents, et lui, il est content. Est-ce qu'on est tous contents, en fait, que ça soit lui, Zinedine Zidane? Tout le monde était content, il y avait énormément de supporters. D'ailleurs, il y a la Marseillaise qui a été entonnée par les nombreux supporters. Il y avait le sourire, il faisait chaud, mais il y avait le sourire. Et puis, ce qui m'a marqué, c'est que Zidane, vous le saviez, il avait ce côté timide. Il est arrivé tout excité, serein, confiant. Ça fait du bien. Du coup, il est plus timide.
Et du coup, il a plus ce côté timide. Allez, on finit avec Oui, on va rappeler quand même les prochains matchs de Zinedine Zidane. Ses premiers matchs, ça sera le 25 septembre en Turquie, puis après le 28 septembre en Belgique. Et pour le voir pour la première fois au Stade de France, ce sera face à l'Italie le 2 octobre. Un match qui va vous tenir à cœur, Elvin. En effet. Voilà. On regardera ça. Le 2 octobre au Stade de France. Merci les garçons, merci Quentin Barbaza, merci beaucoup Elvin de Fazio. Vous restez avec nous, n'oubliez pas que évidemment les incendies sont encore en cours sur notre territoire. Donc je vous rappelle que Sud Radio soutient la protection civile et son appel aux dons pour les feux de forêt du Sud-Ouest. Plus de 300 volontaires sur place pour évacuer la population, accueillir les sinistrés, gérer les centres d'hébergement, accompagner les plus vulnérables. Il faut donner des sous, allez-y, n'hésitez pas. C'est sur protection-civile.org. Allez, vous restez avec nous parce que dans un instant, on se demande ce qui fait bouger les réseaux sociaux. Et il y en a des trucs. Allez, c'est parti. Sud Radio. 17h-19h, Judith Belair. 18h46 sur Sud Radio, encore quelques minutes ensemble. Et puis évidemment, n'oubliez pas que cette édition spéciale Feu de forêt incendie continue après 19h évidemment. Alors, je vous rappelle nos vraies voix. Bruno Pomar, pardon. J'en perds mes mots. Qui est ancien membre du READ. Ça vous impressionne, c'est ça? Vous me troublez en fait. Oui, je sais. Et puis Mathis Seydi, qui est directrice conseil en communication d'influence. Vous aussi, vous me troublez un peu. Bon, je pense qu'à un moment donné, va falloir y aller. Allez, ce qui fait bouger les réseaux, c'est maintenant. Les vraies voix Sud Radio. Alors, notre sujet, c'est quand même ces influenceurs qui seront pris dans le cadre du pluralisme dans la campagne présidentielle. Pour en parler, nous sommes avec Pascal Lardelier. Bonsoir Pascal. Oui, bonsoir. Pascal, vous êtes professeur universitaire spécialiste de la communication politique de l'influence et vous avez écrit un livre qui dont le titre parle de lui-même, Le nouvel âge du complotisme. C'est sorti aux éditions de l'Aube. Alors, tout simplement, je vais vous poser la question. Qu'est-ce que vous en pensez de ce pluralisme de ces influenceurs qui veulent être présidents ou qui seront pris dans les campagnes? Enfin, le monde change, j'ai envie de dire. Oui, alors je pense que tout ce qui se passe actuellement, ça prend acte d'un changement, pour dire les choses un petit peu savamment, copernicien, puisqu'on change totalement la perspective. Et c'est vrai que pendant très très longtemps, historiquement, les campagnes présidentielles, les campagnes politiques se faisaient avec les médias institués, on le sait bien sûr, les télés, les radios, les journaux, le rite du passage obligé au journal de 20h pour déclarer sa candidature et décliner son programme. Et c'est vrai que c'était un modèle institué qu'on pensait immuable. Et puis, il y a une vingtaine d'années sont arrivés les réseaux sociaux. Donc là, c'est vrai que les choses ont un petit peu échappé aux décideurs politiques, ou à tous ceux qui organisaient, et puis bien évidemment qui légiféraient à bon escient, parce que il y a des règles à respecter, bien sûr, et je vais pas dire le contraire. Et puis c'est vrai que l'arrivée des influenceurs, depuis une dizaine d'années, et puis les choses se précisent et se précipitent, eh bien, elles ont totalement bouleversé la donne, et on pourrait dire que les influenceurs, ils sont comme des chiens dans le jeu de quilles. C'est-à-dire qu'ils ont renversé les quilles, et puis maintenant, l'autorité, parce que dans Arcom, il y a une première lettre qui veut dire autorité, eh bien, elle essaye de voir comment on peut effectivement réorganiser un petit peu tout ça. Alors, il y a du pluralisme, et ça part d'un bon principe, bien évidemment, et on ne peut pas s'en plaindre. Il y a aussi peut-être une volonté, on peut le dire, de contrôle ou de réorganisation de la donne, mais en tout cas, ce qui est vrai, c'est que les influenceurs, eh bien, ils font une entrée plus que remarquée, puisque ce sont les nouveaux maîtres du jeu, pourrait-on dire quasiment. On se souvient de Mackay et Carlito dans le bureau, connais bien Carlito quand même, voilà, le bureau d'Emmanuel Macron, et puis on sait que maintenant, les grandes déclarations, eh bien, elles se font davantage via les plateformes des influenceurs au journal Le Monde, même s'ils gardent une légitimité absolue, bien sûr. Alors, les grandes déclarations, elles se font aussi sur Sud Radio, comme ce matin, on écoute Martin Adjari, qui est président de l'Arcom. Ce qu'on va faire, évidemment, si on va pas s'intéresser à tous les créateurs de contenu qui mettent des contenus. Mais ils devront avoir eux aussi du pluralisme, quoi. Alors, ce que l'on va sans doute regarder, c'est que ceux qui ont la plus grande influence, ceux qui ont le plus grand nombre d'abonnés ou de spectateurs, si je puis dire, on puisse leur demander de respecter les mêmes règles d'équilibre ou d'égalité entre les candidats qu'ils invitent et les mêmes règles de prudence, de modération dans le traitement de la campagne. Martin Adjari, président de l'Arcom sur Sud Radio, au micro de Patrick Roger ce matin. C'est vrai qu'en fait, on voit la multiplication des supports, m'a dit Seydi, par exemple, pardonnez-moi Pascal, légende,
les gens il a dit qu'il allait recevoir tout le monde, Guillaume Pley. Il y a une multiplication des supports. Finalement, on se demande, parce que c'est vrai que sur YouTube, c'est un petit peu le Wild West comparativement aux médias traditionnels. On fait un peu ce qu'on veut. Donc, est-ce qu'il faut imposer des règles vraiment? Est-ce qu'il faut pas en imposer? Est-ce qu'il faut recevoir tout le monde ou est-ce qu'il faut influencer et recevoir qui on a envie? Enfin, on sait plus trop là. Une chose est sûre, c'est qu'Internet avait déjà bouleversé les campagnes politiques et ensuite l'avènement des réseaux sociaux encore plus. Et aujourd'hui, on a ces influenceurs qui quelque part ont changé même presque la légitimité de la parole. Avant, il fallait être un politique avec un certain niveau pour pouvoir adresser non seulement des Français, mais aussi pour que les médias vous adressent. Et aujourd'hui, on a ces médias qui ne sont plus les médias mainstream ou les médias traditionnels. On a en face des influenceurs qui ont parfois des chaînes qui, honnêtement, parfois font des audiences beaucoup plus grandes que certains médias traditionnels. Donc il y a une vraie question autour de cela. Parce qu'un média comme Légende, on peut le dire, il a 20 millions de vues par mois à peu près. Il y a Légende, mais il y en a plein d'autres aussi qui aujourd'hui ont une parole politique. Ils ont aujourd'hui des communautés qui sont présentes, qui les écoutent quasiment tous les soirs. Alors après, est-ce que moi je suis jamais pour contrôler en tout cas la parole publique? Je crois qu'il faut laisser des gens dire, des gens faire campagne. Mais je crois que ça va être compliqué de pouvoir quelque part dire à ces influenceurs, en tout cas contrôler la parole de ces influenceurs avec un temps de parole où ça va être très compliqué. Elle n'est pas contrôlable la parole de ces influenceurs, Bruno Plomard. Moi j'aimerais bien qu'il y ait un peu de déontologie. C'est un peu, je rêve peut-être un peu, où ça fait vieux ringard, vieux con, mais je trouve que effectivement, on peut pas entendre. Vous savez, je travaille depuis des années auprès des jeunes à essayer de transmettre des messages de façon très humble à travers mon association de respect, etc. Quand on voit certains influenceurs avec les propos qu'ils tiennent sur c'est vu des millions de fois. On parle de masculiniste, on parle de plein de choses, d'appel à la violence. Excusez-moi, c'est et c'est terrible parce que pour notre jeunesse, et c'est là où la violence chez les jeunes vient aussi des réseaux sociaux. Et c'est là où il faut qu'on soit vigilant. Et je pense que la com a un rôle à jouer. On va pas finir comme en Chine, parce qu'en Chine, quand ils ont décidé de couper un truc, ils le coupent. Non, mais il y a certains propos qui vont tomber sous le coup de la loi. Voilà. Et là, évidemment, on pourra contrôler. Mais globalement, ça va être très compliqué de dire à des influenceurs, votre média, il faut parler moins ou parler tant. Ça va être très compliqué. Mais en revanche, ce qui tombe sous le coup de la loi, évidemment, il faut le sanctionner sévèrement. Allez, Pascal Lardelier, on va vous donner le mot de la fin. Rapidement, s'il vous plaît, on est en retard. Eh bien, écoutez, le mot de la fin, c'est que le gros symbole de la semaine, c'est Bernard Arnault qui débarque sur X. Carrément. Et je crois que quand même, sans aucun parti pris politique, je crois que le changement copernicien que j'évoquais en ouverture de propos, là, on le touche du doigt parce que Bernard Arnault, qui est peut-être un peu lassé des interviews où on lui reproche beaucoup de choses, il arrive sur X. Alors c'est peut-être le Far West, mais il considère que là, il aura un accès sans aucune médiation de contrôle, de censure, etc. Et je crois que ça, c'est un autre fait marquant de la semaine. Donc il y a une reconfiguration totale du paysage médiatique. On le savait depuis quelques années, mais avec les influenceurs cette année, et puisqu'on est dans la perspective de 2027, ça va s'accélérer. Désormais, plus rien ne se fera sans eux. Alors il va falloir compter avec eux, les contrôler peut-être, je ne sais pas, mais en tout cas, les nouveaux maîtres du jeu, je le répète, c'est désormais du moment que c'est pas les maîtres du monde, tout va bien. Allez, merci beaucoup Pascal Lardelier, vous êtes spécialiste de la communication politique, auteur du livre Le Nouvel Âge du complotisme aux éditions de l'Aube. Merci d'être venu partager avec nous. Avant de se quitter, Quentin Barbazan, un petit point sur les incendies. Et on va refaire un point, Judith, sur ces feux qui continuent de ravager actuellement la Gironde, les Landes, sans oublier le Var où le feu n'est toujours pas fixé. En Gironde, zone la plus touchée du secteur de France, c'est 42 000 hectares qui ont brûlé. Le brasier est toujours situé au nord du bassin d'Arcachon sur les villes de Lège, Cap-Ferré et du Porge. La préfète de Gironde, Sophie Brocas, a tenu un point presse à 18h. On va l'écouter notamment pour un point de situation et sur plusieurs reprises de feu qui ont eu lieu. On a eu aujourd'hui 14 reprises de feu. C'est très important sur des zones qui avaient déjà été parcourues par le feu. Il y a un nouveau feu au Barp qui est en cours de traitement. Et puis nous avons un pompier blessé en plus aujourd'hui, ce qui porte le nombre à 110. Des reprises de feu qui sont dues notamment à cette canicule qui atteint par endroits les 40 degrés ou à ce vent qui souffle à environ 40 km/h. Pour rappel, des évacuations ont été menées dans 23 communes. Le front de flamme se rapproche petit à petit de Bordeaux. Il est à 15 km de la métropole. Ça brûle notamment à Martignas-sur-Jalles et à Saint-Jean-d'Illac. Au total, ce sont plus de 222 000 évacuations qui ont été menées en Gironde. Plus de 200 maisons détruites et toujours 3000 pompiers sur place. Dans ces moments difficiles, Sud Radio continue de vous soutenir et de vous donner la parole, que vous soyez sinistré, pompier
ou mobilisés aux côtés des soldats du feu, on vous ouvre le micro et vous pouvez témoigner au 0826 300 300. Merci beaucoup Quentin Barbaza, merci Bruno Pomar, merci Madi Seidi d'être venu partager avec nous aujourd'hui. Dans un instant, juste après Christophe Jiquel, on va retrouver Joseph Ruiz pour la suite de cette édition spéciale incendie. Merci Quentin. Et puis tout de suite, les coups de cœur de Christophe Jiquel.